2, France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce lundi 1er juillet, soyez les bienvenus. L'attaque ayant visé l'imam de Brest, Rachid LG, jeudi dernier, doit-elle être requalifiée par la justice comme un attentat? On en parle dans un instant avec vous, avec Kamal Apina, Philippe Poriachi et Nasser Lajili. Et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Manifestation hier à Paris pour dénoncer la place Jérusalem. Une décision qui a été prise par la maire de Paris en Conseil de Paris. Les pro-palestiniens sont venus, pas nombreux, mais ils étaient là hier pour dénoncer cette inauguration. Et nous écouterons tout à l'heure Samia Cheki, une chroniqueuse de Par les femmes, était présente et a rencontré la militante et infatigable Olivia Zemmour, que vous écouterez dans cette émission tout à l'heure. Sans oublier le zapping, les infos zappées et le quiz en fin d'émission. Qui sera le grand vainqueur? Pour ce lundi, réponse tout à l'heure en fin d'émission. Je vous souhaite la bienvenue, une belle écoute à l'écoute de votre émission Le Grand Forum. C'est parti jusqu'à 18h. Le Grand Forum, c'est tous les jours, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour à vous, ceux qui viennent de nous rejoindre ce lundi. 1er juillet, ça y est. Et vous savez quoi? En ce 1er juillet, il y a un changement de taille. Le congé paternité passe à 30 jours. Voilà. Donc si vous avez des enfants, eh bien vous pourrez prendre 30 jours de repos, de vacances, de ce que vous voulez. Bref, c'est la nouveauté, hormis toutes les augmentations que vous connaissez et d'usage, bien sûr. Pour m'accompagner, trois grands mâles. Philippe Poriachi, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour monsieur Kamal Apina. Bonjour. Bonjour monsieur Nasser Lajili. Bonjour à toute l'équipe. J'ai de la chance d'avoir à notre table, Gamin, on a la chance d'avoir à notre table deux futures mères. J'espère bien, ouais. Ah oui. Je parie sur les deux. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Battre, hein. Bah, il faut se battre, hein, les gars. Faut y aller. Ça commence quand la campagne d'ailleurs? Bon, je pense qu'il y a pas de date fixe, mais elle a déjà commencé pour certains. Le mois de septembre, on arrive à 7 mois avant les élections, donc je pense qu'on va mettre le paquet là-dessus. Bon. Hein, Philippe. Philippe. Il reste exactement 8 mois et 15 jours. Bon, Philippe, le point sur la story du moment, les ventilateurs à l'école, on en est où? Ah, vous êtes curieux, vous, là? Non, mais attends, monsieur a fait du bruit dans tous les médias, et il se doit quand même de le recours, quand même. D'ailleurs, je m'en excuse, parce que c'était pas l'objet du truc, en vérité, à la base. J'ai rendez-vous demain avec l'adjointe au maire à la petite enfance à l'éducation. Et il semblerait, d'après les éléments que j'ai aujourd'hui, les échanges qu'on a, il faut que je vienne avec le carnet descriptif de l'appareil, qui vont vérifier s'il est bien conforme. Et s'il est bien conforme, je devrais faire un don à la caisse des écoles, et c'est la caisse des écoles qui le redispatche dans l'école de ma fille. Donc normalement, demain, tout est réglé, il s'est rien passé, et tout le monde est content. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi matin, du coup? Oh là, vendredi matin. J'ai oublié, c'était jeudi soir. Jeudi, la directrice, elle était à bout de nerfs, la pauvre, et donc elle se retrouvait au milieu de tirs croisés, de gens qui voulaient pas prendre leurs responsabilités, ni plus ni moins. Ouais. Et moi, je le dis tranquillement, ma mère m'a bien élevé, et elle m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais faire pleurer une femme. Et là, il n'était pas question qu'une directrice d'école qui est pas responsable et qui est partie d'un bon sentiment pour accepter ce don, tu vois, c'était vraiment pour les enfants. Il n'était pas acceptable pour moi qu'elle soit, je te dis, au milieu d'un tir croisé, sans gilet pare-balles, sans casque, sans pouvoir se défendre, et qu'elle paye les pots cassés de décision, ou surtout de non-décision de responsables. Alors, quand j'ai été la voir vendredi matin, elle m'a donné le nom d'une personne à l'académie. Donc on a réussi à contacter cette personne. D'ailleurs, ce qui lui semblait le plus compliqué, cette personne, c'est comment on avait fait pour avoir son portable, plus que la problématique. Elle me renvoie vers la municipalité, qui renvoie vers l'inspecteur, qui lui renvoie vers la directrice. Enfin, il y avait tout ça pour des ventilateurs. Ouais, il y avait un imbroglio administratif qui vraiment un no man's land honteux et scandaleux. Mais le week-end, je pense, a été profitable pour tout le monde, et qu'on s'est rendu compte que, parce qu'il y a quand même une minorité de personnes, et c'est peut-être légitime, qui pensent que j'ai voulu faire un coup de pub à 9 mois des municipales. Et c'est pour ça que je dis c'est légitime. On peut se poser la question pourquoi le mec il a fait ça. Je voudrais juste rappeler que ma fille de 6 ans et demi, ma princesse, ma déesse, ce que vous voulez, a été dans cette classe, et que pour tous celles et tous ceux qui ont la chance d'avoir des gens qui sont musulmans ou qui sont de culture musulmane, il y a ce qu'on appelle la zakat, qui est un des piliers de l'islam. Et la zakat, c'est l'aumône, c'est le don.
c'est pas le don. Je vais pas m'enlever de quelque chose que j'ai pour le donner. C'est le surplus que j'ai. Je dois le partager. Moi, je le dis, je suis de culture judo-musulmane et j'ai eu la chance de connaître les 3 religions monothéistes et l'aumône, le don est une partie intégrante de l'être humain qui veut s'élever spirituellement. Et il n'était pas concevable pour moi de mettre un ventilateur dans la classe de ma fille et pas pour les autres. J'ai la chance, alhamdoulilah rabbil alamin, parce que comme on me taxe d'islamo-écologiste, on va assumer tout ça, il n'y a pas de problème, on va pas se cacher. Philippe Nadji, il est là, il est pas schizophrène. D'islamo-écologiste. Oui, islamo-écologiste. Tu sais, j'ai pas de Front National dans ma ville, mais ceux islamo-fasciste, islamo-naziste, j'ai tout mangé. On aura tous les termes. Islamo-gaucho, moi, Ah oui, islamo-gaucho. Donc, mais l'écolo, c'est pas de gauche, pareil. Grâce à Dieu, on en parlera plus tard, mais grâce à Dieu, je gagne correctement ma vie. J'ai beaucoup travaillé pour mettre mes enfants dans l'abri, dans le besoin dans l'abri du besoin, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Et donc je le redis, c'est pas la peine de me remercier ou de me saluer ou quoi que ce soit. C'est gentil de votre part, mais ça sert à rien. J'ai chaque année un budget de 1500 € de dons que je ne défiscalise pas. La seule chose que je défiscalisais, c'était mes cotisations syndicales et mes cotisations de partis politiques. Ah oui. Voilà. Ils donnent de l'argent aux partis. Oui, non, je donne, mais je défiscalise. C'est défiscalisé à 66%. Et moi, je le dis, sans aucun problème. Par contre, ça, les 1500 €, c'est pas à moi. C'est pour moi, c'est du surplus, c'est pas à moi, et ça doit aller à des gens qui ont besoin, sur une urgence, sur une nécessité. Et comme je le rappelle-toi, lorsqu'il y a eu Notre-Dame-des-Landes et que des gens étaient choqués parce qu'il y avait 1 milliard, d'euros en 48 heures, j'ai dit chaque cause. Notre-Dame de Paris. Excusez-moi, je vous promets. Il y a la moitié le 3/4 des dons qui est pas arrivé. Hein. Oui. Non, mais à l'époque, tu vois, mon discours, il a pas changé, varié d'un iota. Je dis, quelle que soit la cause, elles sont toutes justes, elles sont toutes nobles. J'ai quelqu'un, les gauchos caviar qui viennent me dire c'est indécent ce que t'as fait, parce que mes enfants sont en REP+. Je pourrais me la raconter et les mettre en école privée. Je crois en la chance et en l'école de la République. Sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens dans l'école de la République. Et je veux, comme le père de Serena et Williams, que mes enfants sachent qu'ils sont des ultra privilégiés. Et je veux qu'ils se rendent compte qu'ils ont cette chance-là et que notre devoir n'est pas d'être égoïste mais d'être solidaire et généreux. Alors qu'on pense que j'ai fait un coup de com', etc. Fallait être vachement balèze pour se rendre compte anticiper surtout. De ce qui allait se passer. Il y a eu un alignement des planètes. Blanquer, il fait un discours en disant générosité, solidarité nationale, système D, et dans une rédac de presse, il y a un petit jeune journaliste qui dit écoutez, j'ai peut-être un scoop. D'ailleurs, il y avait plein de gens qui disaient moi c'est un petit jeune, laisse tomber. Il dit moi j'ai un père de famille qui vient de donner 10 ventilateurs dans une école pour la canicule, et on lui a dit vas-y rentre avec. Et c'est pour ça que le truc est parti et ça a touché tout le monde. Moi, si le matin il n'y avait pas une personne indélicate qui m'avait dit écoute, si t'es pas content, t'as qu'à les acheter, ça serait jamais arrivé cette histoire, jamais. Donc j'ai pas fait ça pour faire un coup de pub. Bon, en tout cas, on semble se diriger vers la fin de ce j'espère, et demain je ferai un post pour remercier l'adjointe au maire à la petite enfance, la maire d'Orly, puisque elle le fait pas sans l'aval de la maire et sans les services de la collectivité, d'avoir trouvé une issue convenable, honorable à tout le monde. Et après on passe à autre chose et on partira au combat sur d'autres trucs. Là c'était pas un combat à la base. Puisqu'on parle des écolos, Gamal et Nasser, vous avez pas été choqués de la manière dont les écolos qui sont venus manifester sur un pont à Paris ont été dégagés manuellement par la police? Ils les ont gazés. Déjà, je voulais quand même, par rapport à Philippe qui est un petit peu dans l'émotion, je la comprends son émotion, rappeler que s'il avait voulu faire un coup de pub, il est vraiment un devin, parce qu'il aurait d'abord fallu qu'il sache qu'on refuse ces ventilateurs pour lesquels il espérait que sa fille ait une vie un peu plus digne à l'école et des autres élèves, évidemment. Puis surtout qu'il sache qu'un média s'en empare, qu'il sache qu'il y aura un scandale, qu'il sache que tout ça c'est impossible. Alors si quelqu'un veut remettre en question sa bonne foi, moi je dis simplement qu'il était un homme honnête, généreux, qui a donné de sa personne, qui a voulu protéger les enfants, et que de ce point de vue-là, non seulement on n'aurait pas dû l'ennuyer, mais on aurait dû le soutenir. Et c'est de ce point de vue qu'il faut se positionner, pas autre chose. Le remercier absolument. Ouais, non. Mais c'est le minimum. Non, mon frère, non, je parle en règle générale. Non, me remercier, non. Tu remercies quelqu'un qui s'enlève à lui. Et moi, écoute, je raconterai un jour une histoire où j'étais au Maroc et il était 2h du matin, il y avait plus rien à manger, il y avait un pauvre type qui avait attention, quand je dis un pauvre type, il est vraiment malheureux, qui avait pas d'argent, il avait juste un petit truc, et quand on a vu que la boutique allait se fermer parce qu'il y avait plus rien, il m'a dit s'il te plaît mon frère, assis-toi, il est hors de question que mon frère, alors que tout le monde sait que je suis franco-algérien, il est impossible que mon frère il parte le ventre vide. Et lui, c'est tout ce qu'il avait. Et lui, là, il mérite d'être remercié. Moi, alhamdoulilah rabbil alamin, je suis pas dans le besoin.
C'est pas une question. Je pense pas que non, on n'est pas d'accord. C'est pas une question de besoin. Je dis la municipalité, les instances dirigeantes, la population doit savoir dire merci à quelqu'un qui est généreux, même s'il n'est pas dans le besoin. La générosité, c'est pas effectivement, je suis d'accord avec toi. Être généreux, c'est être capable de donner quand on n'a pas. Là, c'est de la générosité extrême. Mais le fait de donner quand on a, ça compte aussi. Par exemple, il y a un Américain qui a donné à des étudiants qui étaient endettés, qui avaient effacé toute leur dette. Il est généreux. Et pourtant, il est riche. Mais il faut savoir remercier un geste quand ce geste est valable. Bon, alors les écolos dégagés. Attends, juste pour rebondir rapidement, Christophe, et je vais répondre à ta question concernant ce qu'ils ont subi les écolos sur Paris. Philippe, il a raison sur un point. Bon, en même temps, on parle de communication, mais j'aimerais savoir de quelle communication on parle. Est-ce qu'aujourd'hui il a sorti un tract en expliquant qu'il avait offert 10 ventilateurs, mais pendant ce temps-là, on a des élèves, on a des enfants qui sont en train de souffrir de chaud dans des classes. Là, la procédure, elle prend 4 fois plus de temps, et à la fin de la semaine, c'est les vacances. Donc, il faudra peut-être lui expliquer à la maire adjointe que c'est trop tard et qu'il faudra peut-être attendre l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est dommage. Non, mais c'est dommage parce que c'est les enfants qui ont subi les conséquences. Je suis pas d'accord avec toi pour une chose, et je vais m'en expliquer. Je vais pas lui expliquer que c'est trop tard et qu'il faut attendre l'année prochaine parce que l'année prochaine, on sera aux manettes. Ah oui, ça oui. Je te souhaite. Je vois qu'il est bon, il est bon le Philippe. Alors tu m'as dit concernant. Bon alors les écolos là. Les écolos. Je vais répondre par rapport au gazage de la police. Moi, plus rien ne me choque, Christophe. Quand on voit ce que tu les as vus face aux gilets jaunes. Quand je vois ce que les gilets jaunes ont subi ces derniers mois, éborgnés. Arrachage de mains et tout ça. Donc aujourd'hui, plus rien ne me surprend. On a une police aujourd'hui qui multiplie leurs bavures policières, qui n'arrête pas de multiplier leur sale image entre guillemets. Et je considère que ce qui se passe sur Paris, c'est juste un grain de ce qu'on peut voir au quotidien. Il paraît qu'ils ont reçu des formations de l'armée israélienne. Oh, quoi? C'est Zemmour qui l'a dit. Non, mais il dit n'importe quoi. Il tombe vraiment mal. Si je peux me permettre, je suis un militant écologiste et un ancien activiste puisqu'on allait avec des potes de Greenpeace, le WWF, on faisait des actions symboliques, pacifiques et non violentes. On a reçu une Kaira en fait, Philippe Boyachi. Mais oui. Une Kaira du Vert. On a fait se faire tirer dessus à coups de FAMAS. Mais tu vois, quand chez Michel Rivasi et José Bové qui enjambe une base en Belgique là récemment, tu vois, où il y a des lancements de missiles nucléaires. José Bové. Ah, il existe encore. Ouais. Tu vois, tout le monde applaudit tout ça. Quand c'est nous qui nous mettions devant des trains remplis de déchets radioactifs qui allait polluer la planète. Arrête ces conneries. Donc voilà, tu vois, donc on nous considère immédiatement comme Kaira. Faut dire que non, on avait des formations pour apprendre à comment s'enchaîner les uns aux autres, comment s'attraper. Je voudrais juste dire un truc à un mec, à un homme, excusez-moi l'expression, j'essaie de m'améliorer. François, si tu m'écoutes, tu sais qu'on a une relation sympathique entre toi. C'est qui François? François de Rugy. On était dans le même parti, on a été dans le même courant, on a bu des coups ensemble, on a mangé des coups ensemble. Il y a 2 choses que je peux pas dire, donc il faut que t'arrêtes tes conneries, François, parce que sinon je vais être obligé de les dire. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que quand t'étais chez nous, tu nous soutenais. Bon, t'as jamais été souvent en première ligne parce que tu disais, c'est moi lui, je suis épais comme un sandwich SNCF et j'ai peur qu'au moindre courant d'air je m'envole. Et donc là, les propos que t'as tenus sur François Ruffin. Absolument. Les propos que tu as tenus sur on rappelle, il a dit que c'était un fasciste, ouais. Fasciste. D'un coup, je croyais qu'il voulait prendre la place à Manuel Valls. François, arrête, on a trop sur le bord des lèvres. S'il te plaît, un petit peu de dignité, un petit peu de décence. Ce que tu fais, c'est juste purement alimentaire. Je peux rappeler ton parcours, par où t'es passé. Je peux rappeler qu'à la primaire de la gauche, la Belle Alliance, où t'as dit je soutiendrai le candidat et dès le lendemain, t'as été quémandé une place. Regarde-toi dans une glace, arrête tes bêtises, de dire que c'était des activistes ultra violents, etc. Les images, elles sont là, elles le montrent. Ils se sont fait gazer à bout portant. Tu vois, je l'ai dit pour déconner tout à l'heure, ça faisait un petit peu de parfum, mais n'oublie pas d'où tu viens et dis-toi bien que la belle embellie, un traître restera toujours un traître. Merci. Il ne te voit comme ça, ni plus ni moins qu'une force d'appoint qui donne une caution écolo, et à un moment donné tu devras rendre des comptes devant l'éternel et devant tes enfants. Donc bon, n'oublie pas. Bah moi je vais te donner mon sentiment. Oui, Gamal. Quand on gaze des types qui sont à terre et qui sont écologistes et qui ont pas la réputation d'être violents mais plutôt flower power,
plutôt mignons en général, on les voit un peu comme les bobos sympathiques. Faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que la police républicaine, c'est bien le problème, c'est pas la police israélienne mais bien républicaine qui est questionnée, a toujours une démarche de vouloir réprimer plutôt que de vouloir maintenir la tranquillité et la paix sociale. C'est que les policiers n'ont pas à frapper comme ils le font et encore moins à gazer, ni à tirer sur les manifestants. Petit détail, pardon Gamal de te couper. Oui. Quand on parle de la police, on l'accuse, c'est vrai, de tous les maux, mais n'oublions pas qu'elle reçoit des ordres. Non, mais quand je dis la, non, oui, bien non, sûr. mais faut jamais perdre de vue. C'est une tradition. C'est très important, ça. Oui, mais c'est Ouais. une tradition républicaine. C'est pour ça que je dis police républicaine. Ouais. C'est bien l'État qui donne des ordres à une police qui est orientée vers la répression. Ouais, Ce c'est n'est ça. pas la police qui le fait toute seule. Évidemment, ce sont des êtres Bien humains, sûr. les policiers. Il faut quand même faire une distinction entre l'homme policier qui peut déraper parfois Ouais. et la directive d'État qui fait C'est ça. tuer des policiers, comme on l'a vu en 61, par exemple. Mm. Je veux dire, les policiers qui ont tué les Algériens, je pense pas qu'au départ, ils sont levés le matin pour aller tuer de l'Algérien. Non. Mais à Ah, non, l'arrivée, non. ils l'ont fait. Maurice Papon. Voilà. On C'est comprend. ça. Bon. Qui était préfet de police de Paris. Oui, hein, oui, absolument. Non mais c'est quand tu sais ce qu'il a fait dans les années 40, 40, et ouais, qu'en 60 Collaboration Figistré. il était toujours préfet. Un sacré parcours, le bonhomme. Oh, ça, bon. Y aurait-il un quiz Oui. maintenant? Oh, tout à l'heure, je mets un petit peu de pression. Il veut déjà manger les gens, lui. Bon, s'il vous plaît les gars, regardez-moi sur Facebook, sur Twitter, ça a beaucoup voté pour la question du jour, c'est le sujet à la une aujourd'hui. Revenons sur ce qui s'est passé jeudi à Brest, Brest. les tirs qui ont visé donc l'imam de Brest, Rachid Elgé, alias Rachid Abou Daïfa. Est-ce que vous savez que le parquet a décidé que, a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un attentat. Est-ce que cette justice doit requalifier finalement donc par la justice comme un attentat? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. En tout cas, ça y ressemble quand même à un tireur qui tire comme ça sur Abou Daïfa ainsi qu'un frère. Abou Daïfa d'ailleurs qui a été opéré à 2 reprises, qui s'est exprimé depuis son lit d'hôpital ce week-end pour dire que tout va bien. Il remerciait tous ceux qui l'ont aidé. Franchement, ça vous scandalise pas cette histoire? Sur Twitter, en tout cas, 92% disent oui, il faut le requalifier, et 8% sont non. Si je peux me permettre, au risque de me répéter, mais j'espère vous enseigner par ma répétition, ce que mon maître et sensei Shidoshi Dartman Mesami m'a appris. La répétition emmène les automatismes. Tant qu'on considérera que nous sommes inexistants dans ce pays, tant qu'on verra que nos publicités ne s'adressent pas à nous, sauf que pendant les périodes du Ramadan où on parle des délices d'Orient, les charmes du Maghreb, etc. Tant que vous n'apparaîtrez pas dans ce que les décideurs et décideuses parlent de statistiques, de courbes, de camembert, de cylindres, tant que vous n'irez pas dans les urnes vous battre démocratiquement et de façon pacifique, ils continueront à vous maltraiter et à vous marcher dessus. Il y a eu un acte terroriste. Bizarrement, quand c'est quelqu'un qui a une pigmentation qui est un petit peu plus prononcée que la norme définie par les bien-penseurs des Zemmour et compagnie, c'est un terroriste islamiste, alors que c'est un terroriste. Islamiste, c'est quelqu'un qui suit, quand on dit judaïsme, c'est pas un extrémiste, quand on dit christianisme, c'est pas, donc il suffit ce mot-là, il devrait être qualifié d'injure et il doit être condamné, tous les gens qui utilisent ce terme-là. Définitivement, ça suffit. Tant que vous n'existez pas, qu'ils n'ont pas peur de vous démocratiquement, ils continueront à vous servir comme paillasson et surtout à vous donner comme pitance à tous ceux et toutes celles qui ont 2-3 neurones et qui sont manipulables à merci. Voilà. Donc Gamal, ça te suffit choque le fait aux urnes. d'avoir... alors on parle d'un déséquilibré, hein, comme d'habitude en fait. Évidemment. Mais j'ai déjà dit, et je le dis tout le temps, ce qui est génial dans la communauté arabo-musulmane, c'est qu'on est tous très équilibrés. Ouais. Et que de l'autre côté, quand il y a les tirs qui vous tirent dessus, ils sont toujours très déséquilibrés. Ouais. Donc apparemment, même Hitler apparemment était un fou, donc c'est faux, mais c'est pas grave. Non, ce qui est un fait, Comment c'est ça, que c'est faux? parce que Hitler n'était pas fou. C'est un mec très intelligent, c'est un mec qui était extrêmement cultivé. Il savait très bien ce qu'il faisait. Ça répondait parfaiement à une idéologie qui est née aux États-Unis. Ah oui, d'ailleurs. d'accord. Non mais ça méritait d'être précisé parce que tu sais qu'après on peut... Non, je dis bien pas fou, Ah ouais. c'est à penser. D'ailleurs, il y a un grand historien, parce qu'il y a une nouvelle école comme ça d'histoire sur cette période-là. Il y a un Chapoutot, en l'occurrence, que je cite avec plaisir, qui a étudié les textes et qui explique quand même que quand on produit autant de livres de textes avec autant de connaissances et avec autant de juristes, on ne peut pas être des fous. On est des gens qui vont jusqu'au bout d'une logique qui est pensée, réfléchie, qui s'inscrit parfaitement dans une filiation traditionnelle de racisme du 19e siècle, le racisme scientifique et tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Donc, quand on dit que quelqu'un est fou, on prétend qu'il n'est pas maître de sa pensée, Ouais. donc qu'il n'est pas, on peut pas le poursuivre, pas le qualifier pour une poursuite, Responsable de ses actes. ni responsable de ses actes. Et en l'occurrence, le problème du personnage, il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, il n'est pas fou. Il savait qu'il allait tirer. Il a tiré sur les arabo-musulmans qui sortaient de la mosquée et un type qui n'était pas un inconnu. Et il a dit que ça lui était commandé, hein, dans une lettre qu'il a écrite. Hein. Oui, comme Hitler, il était aussi commandé, pareil. Mais bref,
en réalité, c'est pas ce qui se passe. Et puis la seconde chose, c'est qu'apparemment, il se serait suicidé derrière. Donc, Oui. une fois qu'il est mort, le problème, c'est que la poursuite n'est pas possible. Ça éteint complètement la procédure. Oui. Alors, la qualification qu'on a voulu donner, de toute façon, elle aurait été valable que s'il avait été vivant. Une fois qu'il est mort, c'est fini, le dossier est clos. Par contre, là où il y a un problème, c'est le traitement médiatique. Voilà. On a vu que la personne a été, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de répondre sur un tweet par rapport à une femme que je considère comme déséquilibrée mentale, et elle vraiment c'est déséquilibré mental, c'est Zineb El Razaoui qui a dit que, et ça je ne supporte plus ces dérapages, elle a dit que finalement c'était une sorte de règlement de compte entre néo-fascistes ou fascistes, islamistes d'un côté, et nazis de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est les propos qu'elle a tenus à la suite du fait qu'il soit pris des balles. On ne savait pas dans quel état il était. Donc déjà, quand on met dans le même sac la victime et le bourreau, il y a un problème. Et ensuite, quand on commence à faire un mélange entre islam et nazisme, c'est vraiment un témoignage évident d'une méconnaissance crasse, sinon une imbécilité, mais notoire par rapport à la réalité de l'histoire. Je rappelle tout de même que les musulmans n'ont quasiment tué personne dans le monde, alors que le nazisme a quand même entraîné la mort de 60 millions d'individus. Donc quand on dit ce genre de choses, faut quand même, ça mérite d'être poursuivi. Par contre, elle mérite des poursuites. Alors pour faire une conclusion rapide, parce que j'étais un petit peu dans l'émotion pour le coup, non, effectivement, la personne qui est victime de ça, même si j'ai pas de sympathie pour les idées qu'il défendait, ne mérite pas de prendre des balles, quelle que soit même Le Pen. Si un jour quelqu'un lui tire dessus, je serai le premier à dire je ne suis pas d'accord. Alors, ce qui est très intéressant, et Gamal l'a soulevé, Nasser, c'est le traitement médiatique quand même. C'est quelqu'un d'extrêmement connu à Boudaifa, notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il est suivi par quelques millions de personnes quand même sur les réseaux sociaux. C'est pas n'importe qui, comme le disait Gamal, qu'on aime ou n'aime pas ses idées ou ce qu'il propage. On se souvient évidemment de son dérapage, il s'en était ensuite excusé. C'est vrai qu'il a fait un peu partie de la mouvance salaf, puis après il s'en est un peu éloigné. En tout cas, cela dit, donc ça évidemment ne justifie en rien qu'on tire sur un homme comme ça. Et c'est surtout le manque de réaction de la part des médias. Et pire que ça, c'est justement des politiques qui parlent d'un islamiste. Oui. Rachid Aboudaifa est un islamiste. Oui, mais après ils peuvent tenir n'importe quel discours, ça c'est rien ne me surprend. Je suis désolé de le dire. Moi, plus j'avance et plus je constate qu'on a un gros problème en France, c'est qu'on a une islamophobie qui devient flagrant. Galopante. Mais, galopante, bien sûr. On n'a aucune surprise. Aujourd'hui, quand on voit la situation de notre pays avec et la relation qu'elle a avec l'islam, on constate qu'il n'y a rien qui ne fait évoluer les mentalités de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui nous gouvernent. On a le constat. Il a été tiré dessus. Alors il faut voir aussi l'histoire. Apparemment le jeune est venu pour visiter la mosquée, si j'ai bien compris l'histoire, hein, qui est venu pour visiter la mosquée, donc ils m'ont fait visiter la mosquée, etc. Il a dit je reviens, je vais récupérer un truc dans ma voiture, et en gros il est venu avec une arme pour tirer sur les deux personnes. Voilà, c'était prémédité. Donc il y a aucune et c'est ça qui est le plus hallucinant. C'est que la démarche a été faite dans une bonne intention et à la fin ça se termine avec un massacre. Tout mais simplement. deux poids deux mesures, parce que excusez-moi, ça aurait été un prêtre ou un rabbin, on aurait arrêté la télé pendant 3 jours. J'allais revenir là-dessus en disant que ça aurait été justifié, hein, attention. Bien sûr, mais effectivement, là aujourd'hui, ils ne savent pas de la gravité qui sont en train de mener les médias et les politiques. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que on a une communauté musulmane en France qui va être complètement détachée de la société française. Quand on voit comment elle se comporte avec la communauté musulmane, à un moment donné, la communauté, elle va se communautariser. Elle va s'écarter et elle va se communautariser. Exactement. C'est qu'elle va rester entre elles et tout ce qui va se passer en France, elle se mettra à l'écart en disant, bah, prenez vos responsabilités et assumez tout ce qui se passe derrière. Ouais. C'est le constat que je me fais parce que c'est suite aux discussions que je peux avoir avec les uns et les autres et c'est ce qui m'amène à penser que ça risque d'être très dangereux dans les prochaines années. Bah moi j'avais pensé si ça change pas. Oui, une chose. En Algérie, parce que je connais bien la question algérienne pour le coup, on avait un peuple qui était amorphe, apathique, qui ne réagissait plus à rien et qui considérait que tout ce qui était en dehors de sa maison, de son appartement, de son logement, n'était pas à lui. C'était l'État. Et il laissait vraiment, tout était sale dehors, on jetait tout par de la fenêtre, enfin c'était ça l'Algérie. Puis très rapidement, quand il y a eu ces événements, on s'est rendu compte que le peuple algérien dont on croyait qu'il était devenu amorphe ne réagirait plus jamais, était incapable d'une réaction même de conscientisation, et du jour au lendemain, ils se sont réappropriés la rue et ils l'ont nettoyé. Et ce qui se passe en France, c'est un petit peu le même rapport. C'est-à-dire que le rapport à l'immigration est très mauvais, particulièrement l'immigration maghrébine, post-coloniale, faut en parler, parce que les immigrations ne sont pas les mêmes, évidemment. Et le fait de taper tout le temps sur les personnes, ils ont exclu de fait ces personnes par des zones d'exclusion comme les ZEP et comme les banlieues. Et puis derrière, ces gens-là, vous savez, ils savent très bien qu'ils sont au banc de la société. Le banlieue, c'est vraiment le lieu où on est le plus au banc de la société.
Et ils finiront un jour, c'est évident, pas forcément sur la réaction violente, qui sont déjà passées des réactions violentes, mais par se réapproprier leur cité, leur quartier dans lesquels ils vivent, et finiront sans doute par avoir une réaction de salvatrice, je l'espère, non pas de repli communautaire, mais plutôt de réappropriation de l'espace dans lequel ils vivent. Bon, vos appels et vos réactions 01 40 33 9000. Est-ce qu'on doit requalifier justement cet acte en attentat terroriste sur la tentative d'assassinat qu'a subi donc Rachid Aboudaïfa ainsi que son frère du côté de Brest. Aboudaïfa est, comme je le disais tout à l'heure, très connu, très suivi par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et complètement ou presque en tout cas occulté par les médias. Et tout à l'heure d'ailleurs dans le zapping, je vous inviterai à écouter ce qui a été dit ce matin dans les grandes gueules. C'est juste affligeant, affligeant que le CSA laisse dire des choses pareilles. Je sais qu'il y a des gens de très bienveillants qui écoutent un tant soit peu le Grand Forum, pas pour écouter le Grand Forum, c'est juste pour dire si on va dire une connerie et un dérapage pour nous signaler au CSA. Le problème c'est que ils en ont pas parce que sinon on est bienveillants et tous nos chroniqueurs évidemment sont là et j'allais pas dire jouent le jeu parce que c'est tout à fait logique, mais sont dans la bienveillance. Donc dans un instant 01 40 33 9000, ça pose bien des questions cette histoire quand même et un propre établissement évidemment à Rachid Aboudaïfa, Rachid LG et sa famille et également le frère qui a été touché aussi. Donc Rachid Aboudaïfa a été opéré à 2 reprises, ça va beaucoup mieux, il se repose évidemment et sera très vite donc de retour dans sa mosquée. On a le prénom du fou terroriste déséquilibré? Non, on sait juste que c'est un suprématiste blanc. Et de quelle origine il est? C'est allemand, Karl. J'en sais rien moi. Ça peut être soit breton, soit allemand. Non, parce que j'entends souvent, tu vois, non, mais ce qui est le plus hallucinant, c'est son âge. Quel âge il a? Il a 22 ans. Oh putain. Eh oui. Il est né en 97, 22 ans. Ça y est. 97. Pub les amis, on revient dans un instant, à tout de suite. 01 40 33 9000 pour vous aussi prendre la parole et vous votez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, ça s'appelle le Grand Forum, c'est là. Et on est là tout le mois de juillet, messieurs dames, entre 16h et 18h. Oui, 22 piges, oui, 22 piges. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Lundi 1er juillet, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est le Grand Forum avec Philippe Boriachi, Gamal Abina et Nasser Lajili les gars. Et cette question que l'on vous pose aujourd'hui à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2 en nous appelant 01 40 33 9000. L'attaque qui a visé l'imam de Brest, Rachid LG jeudi dernier, doit-elle être requalifiée par la justice comme un attentat? Parce que rappelons-le, la justice a dit que ce n'était pas un attentat, qu'il s'agissait d'un déséquilibré. Et bien on en parle avec Joseph qui est avec nous au 01 40 33 9000. Bonjour Joseph. Salut tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler calmement sans être nerveux? On se respecte entre nous, on dit la vérité entre nous. C'est possible? Ouais, bien sûr. Dites votre vérité mon cher Joseph. Voilà, j'aime bien ça. Voilà, moi j'aime bien commencer avec l'ayat qui était, c'est toujours que tu répètes cette ayat sur la radio, l'ayat Maïda 32, quand ils disent si quelqu'un qui a tué une personne, comme elle a tué l'humanité entière. C'est ça, oui, comme ça, non? Oui, c'est ça, effectivement. Une personne qui tue une personne, c'est comme si elle avait tué toute l'humanité. Effectivement. Tu répètes toujours cette ayat, Christophe, comme la défense de l'islam, que l'islam, c'est une religion de la paix, tout ça. Et c'est cette méthode, on l'appelle dans la langue arabe, la méthode de la taqrab al-salah. Tu sais qu'est-ce que c'est la méthode de la taqrab al-salah? Non, qu'est-ce que c'est? Oui. Allô? Vas-y, on t'écoute Joseph, c'est quoi cette méthode? La méthode de la taqrab al-salah, ça veut dire, dans le Coran, c'est marqué, il ne faut pas s'approcher à la prière quand vous êtes sous. Ouais. Une personne qui est malhonnête, ils disent, voilà, c'est marqué dans le Coran, il ne faut pas s'approcher à la prière. Il a supprimé la moitié de l'ayat. Quand vous êtes sous, faut compléter la phrase. Ouais, mais tu veux en venir où là, Joseph? Voilà, je reviens à l'ayat. Je vais venir à votre sujet d'aujourd'hui. L'ayat, quand vous allez tuer, si quelqu'un a tué une personne, comme elle a tué l'humanité, on a coupé la phrase, on a pris une seule phrase de l'ayat totale, le surat total. Parce que si juste avant, si vous allez bien, si vous avez du Coran devant vous, elle a dit, on m'a inscrit pour les enfants d'Israël. Ça veut dire Dieu, elle parle des enfants d'Israël. Si quelqu'un
Il a dit qu'on a créé ça pour les enfants d'Israël. Si quelqu'un veut tuer une personne, comme a tué le Ménéké. Ça veut dire, elle parle des enfants d'Israël. Je reviens au sujet, elle parle pas des musulmans, elle parle pas des mu'minines. S'il veut parler des mu'minines, musulmans, elle a dit, on a pris pour les mu'minines, au soir, on a inscrit pour les musulmans. Mais là, elle Attends, a dit, Joseph, excuse-moi, je comprends rien à ce que tu racontes. Est-ce que tu comprends penses rien. qu'il faut Je comprends requalifier Joseph, la question elle est très simple. Excuse-moi Joseph. Est-ce qu'il faut requalifier ou pas ce qui s'est passé envers l'imam de Brest comme un attentat? Oui ou non? Vous avez parlé tout à l'heure d'islamophobie. Oui. Voilà. Moi, personnellement, il n'existait pas l'islamophobie. Ah bon? Ah ouais? Oui. Bon, je te dis pourquoi. Parce que pour plusieurs raisons. Il n'existait pas la judophobie, il n'existait pas les chrétianophobies, ça n'existait pas. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est une phrase qui est inventée pour le défendre l'islam. L'islam, il fait peur vraiment. Il faut lire Ayat al-Sayf et Tawbah. Qu'est-ce qu'il dit, ça, c'est une déclaration de guerre. Il faut dire qu'est-ce qu'il dit sur les juifs et les chrétiens. Il faut dire tout. Ah, bon, bah, nous y voilà, Joseph. Voilà, nous y voilà. Il a coupé les cheveux Bon, à quatre. Gamal, je te laisse répondre. Ah, ça va être compliqué de répondre à un truc aussi simpliste. Alors, bon, l'islamophobie, ça existe, mais on peut même l'appeler carrément la haine de l'islam, c'est beaucoup plus simple. La misislamie, c'est le terme le plus adapté à mon sens. Ensuite, on ne peut pas écarter le fait qu'effectivement, depuis la conquête des musulmans, surtout sur la péninsule européenne, j'allais dire sur l'Espagne, la péninsule ibérique, il y a une réaction violente vis-à-vis du monde musulman qui ne s'est jamais éteinte. Alors, on a appelé ça les Sarrasins, les Maures, les Mauresques, les Arabes, les Turcs à un moment donné, la fameuse tête de Turc, mais il n'en demeure pas moins que effectivement l'Europe s'est toujours sentie en tenaille entre la Turquie d'un côté et le califat des Omeyyades, des Abbassides, et puis après les califats qui se sont succédés en Afrique du Nord. Et les raisons pour lesquelles il y a cette haine de l'islam, c'est pas anodin, c'est une raison historique qui ensuite a donné une reconquista jusqu'à la colonisation et une perte des territoires colonisés par l'indépendance. Donc, si aujourd'hui cette question de l'islamophobie dont on parle, qui est de l'arabophobie à mon sens, ou simplement de l'arabo-islamophobie, existe, ce n'est pas anodin. Et on ne peut pas, dans ce que vous dites, accepter l'idée qu'on puisse tirer sur un imam et ne pas dire que ce serait pas un acte raciste ou islamophobe. C'est bien un acte raciste et islamophobe, et du moins la personne qui a agi a été contaminée par cette idéologie qui est une idéologie racialo. Je vais répondre à vous là. Je vous écris, je suis juste raciste et une idéologie d'exclusion, tout simplement. Et je rappelle pour information, si ça n'existe pas l'islamophobie, à ce moment-là, ce qui s'est passé à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, c'était peut-être une distribution de prospectus sur les cartes de visite, je sais pas. 51 morts quand même, je le rappelle. Je suis totalement contre qu'on tire sur une personne. Comme tout le monde. Ah, vous nous rassurez. Je suis contre. Mais vous ne dites pas que l'islamophobie, c'est la haine contre l'islam. Non, c'est pas la même chose. La phobie, c'est une maladie. Oh Et là quand on est vraiment peur, on ne peut pas dire on a la phobie des lions. C'est pour ça que j'ai parlé de haine de l'islam. Non, on ne peut pas dire on a la phobie des lions. Les lions, c'est peur vraiment. L'islam, c'est pareil. Vous dites, vous n'avez pas répondu. Pourquoi il n'existait pas les judophobies? Pourquoi il n'existait pas les Mais bien sûr qu'elle existe la judophobie, vous rigolez ou quoi? Bien sûr. Vous connaissez pas la judophobie, vous? Non, j'ai jamais entendu ça. Ah bah parce que vous êtes ignorant de l'histoire, alors je suis désolé de vous le dire. La judophobie, c'est arrivé à son point d'orgue. Joseph, Excusez-moi. écoute, c'est pas un monologue, mon frère. Écoute. La judophobie a commencé On revient à l'Espagne parce que je ne laisse pas passer tout ce que vous avez dit. je vous laisse pas passer si vous voulez, mais on n'est pas les socialistes. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, mais attends, Juste un instant. La judophobie a commencé en Espagne andalouse, je vous le rappelle, avec Isabelle la catholique. Après qu'ils aient fui l'Espagne à la suite de pogroms, ça s'est poursuivi dans les quatre coins de l'Europe jusqu'à son point d'orgue en 45 en Allemagne, avec ce qu'on a appelé par la suite l'antisémitisme, qui je rappelle tout de même, et de la judophobie, qu'on le veuille ou non. Donc me dites pas que ça n'existe pas, ça a existé pendant pratiquement 800 ans en Europe. Il vous faut quoi de plus? Moi, je veux dire que s'il existait vraiment les judophobies, ça existait dans le Coran même, les judophobies. Non, pas du tout. Quoi? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais parle pas de ce que tu connais pas, Joseph. Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Joseph. Non, c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité, C'est un Joseph. mensonge. Je connais ces sourates, elles tombent juste après. Les chrétiens et les juifs
Vous avez un gros problème de contextualisation, monsieur. Je vous explique la chose simplement. Quand vous parlez, d'abord, est-ce que vous faites la différence entre les versets médinoises et mécoises? Il y a une différence. Je vous rappelle que le prophète s'est allié à 3 tribus juives pour reprendre la Mecque. Donc, si vous me dites que dans le Coran, il y a de la judéophobie, à ce moment-là, vous ne comprenez rien au Coran. C'est très particulier. Non, vous me dites pas que je comprends. Si, je vous le dis, je vous le dis, parce que manifestement, vous ne comprenez pas le Coran. Non. Vous avez peut-être mal compris, alors. Alors, vous l'avez mal compris. Vous l'avez mal compris. Vous l'avez mal compris. On va pas dire que vous connaissez. Je ne vais pas passer l'histoire de l'Espagne, là. Comment? Je vais comprendre l'Espagne quand vous avez parlé de l'Espagne tout à l'heure. Oui, allez-y. Les marades, on peut y aller, parlez des bons termes, les marades. Je comprends pas. L'islam a changé tous les noms de la langue arabe. Elle a modifié la langue arabe pour qu'elle soit conforme au Coran. Comment? Par exemple, quand vous dites la colonisation, vous dites al-futuhat en arabe. Ouais. Je comprends pas. Al-futuhat, comment? Tu arrives avec une armée, avec l'épée, avec la force, et tu te donnes 3 choix. Soit tu te convertis à l'islam, soit tu payes des tests, soit... Alors, vous connaissez très mal l'histoire de l'Andalousie. Je suis désolé de vous le dire, mais en Andalousie, il n'y a quasiment pas eu de bagarre de conquête pour obtenir le territoire. Il y a eu quelques châteaux pris par la force, mais la plupart des Andalous recevaient les Espagnols avec les Arabes, les musulmans, avec le sourire, parce qu'ils arrivaient avec une civilisation qui les fascinait. Bon, Joseph. Alors, moi, je vais juste, par contre, je vais finir en disant que ça, c'est, ce débat-là, se développe avec des théologiens. Je pense que c'est important d'avoir des personnes adaptées, parce qu'on était sur une discussion de savoir la question de l'islamophobie, si elle existait ou pas en France. Et non, on se pose pas la question. Moi, je confirme que l'islamophobie existe. Quand on voit aujourd'hui que la porte-parole de l'UNEF, qui portait le voile et qui était là, qui a été élue démocratiquement par tous les étudiants, et qui a été attaquée parce qu'elle portait son hijab. Quand on voit le hijab running aujourd'hui, qui a fait toute une polémique en sachant que personne n'était obligé d'acheter ce running. Donc, exactement. Quand on voit les sorties scolaires, quand on voit les sorties, excusez-moi, quand on voit les sorties scolaires des mamans voilées aujourd'hui qui sont interdites d'accompagner leurs enfants. Voilà. Aujourd'hui, moi, toutes ces questions-là, et on termine bien évidemment avec le burkini, où on nous dit que c'est des extrémistes religieux, etc. En sachant qu'on voit là dans une des photos des personnes qui ont manifesté ce genre d'initiative, avec des personnes, on va dire torse nu, des messieurs et des femmes qui étaient en burkini. Aujourd'hui, si c'était des extrémistes, est-ce que leur mari les accepterait de sortir à la piscine et faire des photos avec ce genre de personnes? Donc voilà, moi je pense que là on est en train de polémiquer sur quelque chose qui devrait même pas exister. La question de l'islamophobie est une question réelle qu'il faudra se poser et ne pas l'ignorer, parce que là, ce que vous êtes en train de faire, en ignorant ce genre de questions, vous mettez en difficulté tout simplement le mal-être qu'il y a dans ce pays. Et voilà. Et ça, tant qu'on réglera pas ce problème-là, la situation en France entre les communautés ne fera que se diviser. Mais je peux vous poser une question, Joseph, je peux vous poser une question? Joseph. Vas-y, termine, parce que Joseph, je peux vous poser une question? Puisqu'il n'y a pas d'islamophobie. Je vous écoute, écoutez-moi juste un instant. Bon, retirez le caractère pathologique du mot islamophobie. Je fais de l'arachnophobie, c'est pas pour autant que je vais tuer les araignées, mais bon. Tout ça pour vous dire. Vous amusez bien avec les paroles. Non, mais je m'amuse pas, je vais être très précis. Je vous pose une question très précise. J'aurais bien à votre Je vous pose une seule question, Joseph. Une seule question. Juste une question, Joseph. Est-ce que vous pensez qu'en France, aujourd'hui, on aime l'islam? Est-ce qu'on aime en France, est-ce qu'on aime l'islam aujourd'hui? L'islam, déjà, n'a jamais aimé aucune religion dans le monde. Mais c'est pas la question que j'ai posée. Répondez. Est-ce que oui ou non, en France, on aime l'islam? C'est simple. Bon, non, franchement, Joseph, tu m'as saoulé là. Joseph, tu m'as saoulé. Bonne soirée. Non, mais je te le dis, bientôt. Voilà. Joseph, tu m'as saoulé quand tu racontes des conneries comme ça. Ouais, t'es sympa, t'interviens de temps en temps dans cette émission et chacun peut le faire librement. Mais quand on raconte des conneries de la sorte, d'abord, va apprendre, puisque tu parles du Coran, mais sans le connaître, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein. Ouais, c'est clair. Ce serait peut-être bien que tu le lises, voilà, et que tu fasses la différence, effectivement, entre la partie médinoise et la partie mécoise. Absolument. Mais ça s'apprend pas en une journée. Et comme disait, mon ami Page Rafid, il faut avoir quand même un minimum de SMIC de connaissances quand on lit le Coran, hein, et donc c'est pas destiné à tout le monde. Je veux dire, voilà, il faut aussi savoir le comprendre. Donc Joseph, tu m'as saoulé là, je te le dis honnêtement. 01 40 39 000, un autre appel peut-être par ici avant qu'on passe à autre chose. Le zapping, bien sûr. Je rappelle le sujet quand même parce que ça dévie vite. Il s'agit de vouloir requalifier cette attaque
cette tentative d'assassinat en attentat terroriste. Rachid Aboudaïfa, Rachid LG, a été victime de tirs d'un déséquilibré selon la justice. Nous on appelle ça un attentat terroriste. Qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000, Facebook France Maghreb 2 pour voter, Twitter le grand forum FM2. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Salut. Oui, c'est Daoud de Ramel-Maison. Salut Daoud. Comment va Daoud? Oui, comment allez-vous? Eh ben écoute, l'équipe va bien, on a été chauffé là par Joseph. Alors, il a bien chauffé la maison, Joseph. Ouais, Là. il m'a gonflé, Joseph. Moi aussi, il m'a gonflé. T'as un ventilo ou pas, Daoud? Parce que là, moi aussi j'ai chaud. Ma clim ne marche plus à cause de lui, là. Bon Daoud, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je voulais en fait intervenir par rapport au débat d'aujourd'hui. Ouais. Premièrement, cette attaque devrait immédiatement être qualifiée d'acte terroriste. Ça, c'est direct. Deuxièmement, bon rétablissement à mes deux frères musulmans, c'est lors de cette attaque ignoble. Et enfin, c'est pas commode, mais j'aimerais me justifier, une pensée à ce jeune Karl. Habitant Brest, une ville populaire de Bretagne, où on sait tous la misère sociale et le déclin industriel. Je crois qu'il habitait pas à Brest, hein, il habitait Lyon. Ah, il habite à Lyon? Apparemment oui, d'après ce que j'en ai compris, il habitait pas à Brest. Ah ok, bah donc moi je trouve, pour en finir, moi je trouve que les vrais responsables, et je pèse mes mots, sont les gens comme Zemmour et Camus. Bien sûr. Qui jettent de l'huile de longueur de journée sur les communautés en parlant de grands remplacements, etc. Bah rappelons que l'auteur de Christchurch était venu, j'allais dire, alimenter sa haine en France. Absolument. Exactement. Il faut le rappeler quand même. Il aurait lu Camus tout au long de son voyage en France. Exact, ouais. Donc moi je pense que les vrais coupables de cette attaque, c'est pas ce jeune Karl qui a 22 ans. On connaît rien à 22 ans. Donc moi je pense que c'est les gens qui ont influencé sa pensée, et les gens qui influencent la pensée de ces jeunes gens d'extrême droite ou de droite, ce sont les gens comme Zemmour, la nouvelle Le Pen, la maréchale, et puis enfant de Camus, entre guillemets, bon, je vais pas parler, mais l'homosexuel, quoi. Bon, bref. Non, c'est pas bon ça. Ouais, non, ça c'est pas bon ça, on s'en fout de la sexualité. Daoud. Tant mieux, ça fera plus de filles pour nous. Non, tu m'enlèves ça tout de suite, Daoud, s'il te plaît. Non. Enlève-moi ça. Ah oui. Je ne suis pas homophobe. Non, bah Bah si. oui, bah là, Non. Ah, j'aimerais me justifier. Ouais, non, mais. Personne. Ouais. Ah, mais pourquoi pour une personne qui parle de grands remplacements, bah, il devrait faire des enfants. Bah, c'est pas l'argument ça. Ouais, non, mais non, Daoud, non. Ah, Là, tu te perds, mon vieux. Non, bon. Tu te perds, c'est pas grave. Mais Daoud. Voilà. Daoud. Bon, merci Daoud. Salut à toi. Merci à vous. Merci Daoud, ciao. Non, mais faites gaffe à ce que vous dites, parce qu'après ça peut nous coûter cher ces conneries là. Hein. Ouais. Faites gaffe quand même. Voilà. On n'est pas dans un café les gars. Hein. On est à la radio. On est écouté par des milliers de personnes, des millions, j'espère même. Et effectivement, ce qu'on peut dire, vous savez que c'est scruté de très près, donc soyons vigilants. Je me suis rendu compte de ça d'ailleurs. Ah oui, non. Récemment, je te jure, ouais, je te promets. Bon, très bien. Je peux pas en dire plus parce que je suis soumis au secret d'État, comme bon Benalla. Alex, il est où? Alex. Oh là là là. Alex. On va prendre belle. Ça culmine, hein. Bon, que tout le monde se reprenne en tout cas. Facebook pour continuer de voter. Facebook, Twitter. France Maghreb 2, Twitter. Le grand forum FM2. D'ailleurs, je vois que ça a bien marché, ça a bien retweeté, c'est très bien. Continuez d'ailleurs à suivre les comptes du grand forum. C'est là que ça se passe avec beaucoup d'actualités que l'on vous met, qu'on partage. Et que vous pouvez évidemment réagir en votant régulièrement aux questions au sujet du jour. Allez, passons au zapping, car il y a du bon aussi à commenter les gars. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Bar. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors pour commencer les gars, justement, toujours à propos de l'affaire et de l'attaque de Rachid Aboudaïfa, c'était ce matin sur les grandes gueules, dans les grandes gueules, sur RMC. Elle s'appelle Barbara, elle est chroniqueuse dans les grandes gueules. Voici ce qu'elle a dit sur Rachid Aboudaïfa. Monsieur Aboudaïfa, puisque moi je l'appelle selon son nom de prédicateur islamiste, il organise aussi des pèlerinages à la Mecque. Alors j'ai consulté, il en fait un en 2020, 5 000 € par personne pour aller dans des tentes autour de Médine et de la Mecque. Donc non, il est très actif et puis il a un site internet et une chaîne YouTube vraiment très performante. Enfin bref. Donc tu n'as pas beaucoup de compassion pour ce monsieur, si je comprends bien. Oui, enfin en tout cas, fort heureusement, il n'est pas décédé. Ça, on peut jamais souhaiter la mort d'un homme. Mais je pense qu'il faut quand même pas être trop naïf. Ah mais c'est hallucinant d'entendre ça quand même.
Bon, elle est complètement déséquilibrée, elle aussi. Ils ont des problèmes psychologiques en ce moment en France. 5 000 euros pour aller au Hajj, je peux juste me dire que c'est pas cher, hein. Non, c'est pas cher, c'est 6 000 d'habitude. Je connais rien. Et en plus, c'est quoi le problème? Il y a moyen de reprendre c'est bonne action. Bah oui, il envoie des gens, non, mais ça surprend qu'on, attends, je peux la comprendre. Comment s'appelle déjà? Barbara. Je sais même pas son nom d'ailleurs. Non, Barbara, non, je vais t'appeler Babou, parce que moi, les RMC, les grandes gueules m'ont appelé la dernière fois pour passer dessus, donc maintenant je peux me la raconter. Barbara, quand t'envoies tes enfants en colonie de vacances, dormir dans des tentes, c'est tout autant scandaleux, si je comprends bien. Parce que moi, j'ai passé une grande partie de mon enfance. Moi, j'étais au Pionnier de France. Ça coûte pas 5 000 euros. Hein? Ça coûte pas 5 000 euros. Ah bah ça, oui, mais il y a pas le billet d'avion à payer, etc. Oui, il y a pas le billet, pas la. Non mais là on est dans ça. C'est gravissime les gars là. C'est gravissime d'entendre ça. Non, il faut plus de précision là-dessus. Je vais vous donner quelques éléments quand même. Merci monsieur Agili. Merci. Comment ça se passe le Hajj? D'ailleurs, la première des choses, c'est que les personnes ne dorment pas pendant 3 semaines dans des tentes, mais plutôt juste 6 jours, qui est 6 à 7 jours, la période du, exactement la période du Hajj. Donc, ce qu'on appelle à Mina, et après passe à Arafat, Mina, Muzdalifa et tout ce qui suit. Donc c'est pendant. Ils le savent pas les rigolos. Mais bien sûr, non mais c'est pour ça, c'est que c'est facile de critiquer, c'est facile de s'attaquer à des personnes qui voilà, qui font peut-être une prestation pour le Hajj, mais oui effectivement ça coûte cher sur place, ça coûte cher aussi et il faudra peut-être non mais ça sera pas l'objet d'un débat, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Non, bien sûr, c'est scandaleux, mais en même temps, il faut aussi. Il y a les agences qui s'en foutent plein les poches, je peux le dire. Il y a les agences, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite derrière qui se font plaisir pour aller récupérer beaucoup d'argent pendant cette période du Hajj. Faut pas oublier que c'est la deuxième entrée d'argent, si ce n'est pas la première. Voilà, 40 milliards, ce qui est énorme. Deuxième entrée comment dire, financière du pays, quoi. Donc c'est pas rien. Bon, s'il vous plaît, les grandes gueules, reprenez-vous. Hein. Il est choqué par le chiffre 40 milliards. Il m'a dit 40 milliards, là, oui, par an, oui, 40 milliards. C'est un dixième du budget français, quoi. Absolument. C'est énorme. Bon. C'est une vraie manne, quoi. On y va l'année prochaine, Philippe? Bah, Inch'Allah. Bon, avec cet argent. Bon, dans le zapping, les gars, des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Exactement. Oh, Nico! Ouais, Nicolas, vous savez qu'il a sorti un livre. Ouais. L'ancien président de la République, il était l'invité, de Laurent Delahousse hier, dans 20h30 de dimanche. Et il l'a assuré, la politique, c'est fini. Tant mieux. Les Français, et une partie d'entre eux, et peut-être même au sein de votre famille politique, se sont rendus compte que leur famille manquait de leader. Est-ce que ce livre est une façon de leur dire « je suis là au cas où » ? Non. 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 Pas de retour politique, c'est juste un point, un ancrage. Mais vous savez, il faut savoir dans la vie, sans doute c'est plus difficile, où est sa place. Ma place n'est plus dans la vie politique partisane. Et ce livre n'est pas un livre politique. Je n'ai pas de calendrier politique. Alors, je peux le dire jusqu'à la fin de l'émission. Vous pouvez me croire, pas me croire, mais on peut pas empêcher les gens, et je leur suis très reconnaissant de cette fidélité et de cette sincérité. Mais aujourd'hui, ma place n'est plus là. Elle n'est plus là définitivement. Parce que dans la vie politique partisane, si je revenais, ça amènerait de la confusion et il n'y en a vraiment pas besoin. Vous parlez des Français. C'est une relation assez passionnelle avec eux, on peut le dire. Et moi, vous savez, tout ce que j'ai fait, c'est pour être aimé des Français. Et pour moi, la France, c'est d'abord les Français. Pas la France, pas la nation, mais les Français d'abord. La nation, c'est les Français. Pour moi, la France, c'est les Français. Et j'ai aimé passionnément rencontrer les Français, être aimé des Français, même quand ils ne me soutenaient pas et qu'ils ne votaient pas pour moi. J'ai fait tout ça pour cela. Et maintenant, cette partie de ma vie, elle est finie. Finito, Nicolas Sarkozy, les gars. Oh Dieu merci. Sans regret? Dieu, regret? Non. Mais encore heureux que c'est fini. Moi, il va me manquer, je te dis. 5 ans d'insultes de gabegie d'extrême droite au pouvoir, c'était pas possible. Mais oui, mais lui, il le faisait bien, quoi. Il le faisait avec le cœur. Oui, c'est vrai, il le faisait bien. Il le faisait honnêtement. Forcé, quoi. Comme Jean Lefebvre, avec son regard de en fait, non, il y avait deux personnages. Il y avait Nicolas Sarkozy et Paul Bismuth. Oui, c'est pas. Ah ouais. Moi, je préfère Apollo. J'avais un petit faible. Sa voix m'angoisse. C'est vrai. Bah justement, puisque ça t'angoisse, je t'en remets une dose pour parler de Nicolas Sarkozy, non pas avec la politique, mais Nicolas Sarkozy et les femmes. Nicolas Sarkozy, vous évoquez tout autre chose. Les femmes politiques, les femmes de votre vie, bien sûr, c'est la Bruni. C'est certainement autre chose. Et c'est plus agréable. Enfin, vous plaisantez, j'espère. C'est pas une question d'agréable. La vie, c'est l'amour, c'est aimer. Et j'ai eu la chance inouïe, à l'âge qui était le mien, de pouvoir rencontrer une personne comme Carla. Carla est devenue mon épouse,
Elle a été une First Lady fantastique. Elle a débarqué dans ce milieu politique qu'elle ne connaissait pas, par amour, pour moi, pour sa famille, et pour le pays qu'elle représentait. Elle a donné 5 ans de sa vie comme cela. Elle a fait, me semble-t-il, la fierté de la France. Mais pour moi, c'était le miracle de la vie. Le miracle de la vie. Le scoop qui vient de nous dire. Nicolas Sarkozy, on l'a perdu, je crois, les gars. Le miracle de la fonction, surtout. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ça rend service. Non, il a du charisme. Attends, il est amoureux. Il est amoureux. Non, mais amoureux d'eux. Non, mais de Carla. Ah oui, c'est beau. C'est beau. L'amour, il y a un plus beau. Je voudrais juste dire qu'il vient de nous donner un scoop. Il a dit, elle est pendant 5 ans. Je voudrais dire qu'au début, il était quand même avec une. Enfin, il a oublié celle-là. Avec Cécilia. Et donc, Cécilia, il vient te dire en direct qu'il t'a trompé avec Carla. Nico, t'as déconné sur ce coup-là. Et je voudrais rappeler Nico ce qu'il avait fait parce que Cécilia, c'était la femme de Jacques Martin. Jacques Martin. Oui. Il l'a marié. Il l'a marié. Il a marié sa femme après. Et Jacques Martin, c'était son ami. Non mais vous êtes intenable. Je te respecte. Non, c'est pas bien. Non, t'es un grand bonhomme. Vous sortez là, on se corrige sur Voici là. Non, mais surtout ça. Non, mais attends. Non, Philippe, c'est pas raisonnable. D'abord, on n'attaque pas le pauvre Sarkozy. Tout le monde lui en veut. Il y a plein de procès sur le dos, c'est dégueulasse. Puis surtout, pas oublier, il vient de dire un truc pour un président qui aime la France. La First Lady. Ah bon? Donc, alors, je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy, qui parle l'anglais couramment, avait dit, il en a fait plein des bêtises, mais en anglais c'était comique. Une fois, il voit Angela Merkel, et lui a dit, sorry for the time. Elle l'a regardé que celui-là, il va se dingo, parce qu'il était arrivé en retard, et elle croyait qu'il était arrivé en retard, il parlait de la pluie. Donc the time pour lui c'est la pluie. Bon bref, la fois d'après il a refait la même bêtise avec Angela Merkel. Ça a été un tollé en Allemagne. Personne n'en a parlé ici évidemment. Il a été dire à un journaliste qui l'a happé sur le passage à un moment où il marchait sur toute une longueur de journaliste. Il a été dire une traduction littérale du français. Il a dit Angela, you and a honeymoon. La fameuse lune de miel franco-allemande, évidemment, ce n'est pas opéra, elle l'a très mal pris. Oui, bah évidemment, on peut le comprendre. Voilà, donc évidemment, c'était un scandale en Allemagne, et après, ils ont compris que Sarkozy a eu du mal avec l'anglais. Bon, en tout cas, c'est fini, Nicolas Sarkozy. Tant mieux. Pas de larmichette? Rien? Non, même pas. Bon. Dans un instant, le journal de la Cannes. Une bonne moitié, tiens. Nico, reviens, je t'en supplie, fais pas ça. Le journal de la Cannes à suivre, et on va parler d'une Anne Hidalgo. Vous connaissez la maire de Paris? Elle a inauguré une nouvelle place, la place Jérusalem. Alors ça pose pas un problème en soi. Le seul problème c'est que ça a été demandé par le consistoire et que il y a que le consistoire qui a été invité. Le reste, Jérusalem n'appartient que. Non, vous avez pas reçu l'invitation? Non. Et il y avait des pro-palestiniens. Hier d'ailleurs nous écouterons Samia Cheki qui est une chroniqueuse de l'émission Par les femmes animée par Hanan Zawani qui était sur place, qui a rencontré la militante et infatigable Olivia Zemmour. Ils étaient pas nombreux et ça aussi ça pose problème. Quand on parle Palestine aujourd'hui il n'y a plus personne dans les rues et ça m'emmerde. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Gamal Abina, Philippe Boyachi, Nasser Lagili sont là, les trois en forme en ce lundi 1er juillet sur France Maghreb 2. On va parler foot les gars, c'est l'heure du journal de la Cannes. Vous suivez un peu la Cannes? Oui. La canne à sucre, la canne. La Coupe d'Afrique des Nations. Je sais. Vraiment, bravo au Maroc, bravo à l'Algérie qui a gagné. Il y a quoi? La Tunisie qui a La Tunisie ça va pas là. Merci pour nous. J'allais arriver. Pourquoi vous passez et nos frères tunisiens, faut qu'ils gagnent, c'est obligé. Pourquoi vous passez toujours en dernier, vous les Tunisiens? Ah bah qu'est-ce que je te dis? Déjà on est minoritaire. Déjà vous êtes le plus petit pays. On est minoritaire. Non, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait de l'ouest à l'est et je finis toujours par la Tunisie parce que nos frères tunisiens, quand il y a eu des problèmes des autres étés, nos frères algériens, ils ont dit on va aller là-bas relancer l'économie de la Tunisie. C'est vrai. Et j'invite tout le monde à aller en Tunisie. C'est un pays magnifique. Il y a des Tunisiens et des Tunisiennes qui sont extraordinaires. Lui, il a envie d'être conduit l'année prochaine au Grand Forum, ça se voit. Il a surtout envie de passer les élections. Il y a beaucoup de Tunisiens à Orly. Ah ouais. Mais ils ont pas de faf. Ah, dommage. Merde. Dommage. Bon, non, mais, il y a le Maroc, là, qui joue à 18h. Non, oui, à 18h, ouais, Maroc. Ouais, t'as raison. Et t'as l'Algérie qui joue à 21h. Voilà. 21h. 21h. Algérie, Tanzanie. C'est ça. C'est déjà fini. C'est des matchs pour la déco, hein. Oui. Ils sont qualifiés. Pour l'Algérie, c'est bon. Les deux. Le Maroc, c'est passé. Oui, mais je pense que le Maroc ça va jouer pour la première et la deuxième place, attention. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que pour éviter que l'Algérie et le Maroc se rencontrent. Non, ça c'est bon, ça y est. Comment ils se rencontreront pas. Oui, mais on sait jamais. Oui. Non, ils se rencontreront pas. L'Algérie risque de tomber sur la RDC ou sur la RDC. Voilà, peut-être parce que c'est les meilleurs troisièmes. Enfin, c'est un peu compliqué, les gars. Allez, je vous explique tout maintenant. Le journal de la Cannes, c'est maintenant, avant de parler Palestine, avant de parler de la plage Jérusalem qui fait débat et qui fait même limite scandale. À tout de suite.
Le journal de la CAN de ce lundi 1er juillet et pour commencer, la RDC qui se prend à rêver d'une qualification in extremis pour les 8e de finale. Après 2 défaites, 2-0, les Léopards devaient gagner hier face au Zimbabwe lors de la 3e et dernière journée pour espérer accrocher une place parmi les meilleurs 3e. Et c'est chose faite et avec la manière, s'il vous plaît, victoire 4-0. Le gardien des Warriors, Chip Ezeze, les a bien été sur ce coup avec 2 fautes de main et un penalty provoqué. La RDC, 3e du groupe A, compte 3 points et n'a pas son destin en main dans ce combat des 3e. Les coéquipiers de Youssouf Mlumbo doivent maintenant attendre jusqu'à mardi, jour de la fin de la phase de poule. On a beaucoup de regrets, pas soulagés, on a beaucoup de regrets parce que on finit sur un match de poule à 4-0. Voilà, si on passe, je pense qu'il faudra retenir les leçons, les choses qu'on a moins bien faites. Et puis il faut aussi garder ce dernier match-là où on a gagné 4-0, où il y avait, comme je l'ai dit, de la détermination et de la volonté d'aller vers l'avant. Je ne vais pas mentir, je suis un peu plus relax parce que j'ai de l'expérience, mais je sais que je vais les appréhender quand je vais regarder les matchs. Forcément, il y aura des matchs à regarder et des résultats à avoir. Donc voilà, mais ça fait partie du football, ça fait partie de la CAN et des tournois. Donc on va attendre. Youssouf Mlumbo chez nos confrères de RFI. Dans l'autre rencontre du groupe A, l'Égypte a battu l'Ouganda 2-0. Les 2 équipes sont qualifiées devant la RDC qui, je vous le rappelle, termine 3e. La RDC qui en cas de qualification pourrait rencontrer et affronter l'Algérie ou Madagascar. Les Malgaches qui pour l'heure première participation à la CAN se payent le luxe de finir premier du groupe B face au Nigeria 2-0, récent mondialiste, un Nigeria amplement mérité selon le défenseur Pascal Razak. Pour nous, c'est grosse émotion déjà pour gagner contre Nigeria. C'est la meilleure équipe de l'Afrique. On respecte beaucoup, mais sur un terrain, on a tout donné, donc il n'y a pas de nom, on ne joue pas sur le nom, on a fait tout ce qu'il fallait. Petit à petit, on commence à prendre de confiance. Et nous, notre force, c'est ça. Dès qu'on a la confiance, dès qu'on a le ballon, on peut jouer, on peut battre n'importe qui. Mais notre force aujourd'hui, c'était collectif. Au niveau offensif ou défensif, on a fait des efforts. Et on a senti, quand on mène 1-0, notre force, c'est qu'on pense déjà au peuple qui nous attend. Parce qu'aujourd'hui, il nous a promis que si on gagne aujourd'hui, ils sont le plus heureux du monde. Donc on a fait, et je pense qu'aujourd'hui, il y a la fête à Madagascar. Pascal Razak avec RFI. Madagascar termine donc premier de ce groupe B devant le Nigeria. Et la Guinée, le signe national qui a battu le Burundi 2-0, compte 4 points. Il faudra encore attendre les résultats des autres 3e et cela semble bien parti pour le Sili. Ce lundi, la course au 8e de finale se poursuit. Les Lions du Sénégal devront rebondir après la défaite face à l'Algérie. Rebondir et rugir de nouveau. Et ils n'ont pas le choix dans le groupe C. Les Lions de la Teranga jouent leur qualification face au Kenya. Défaite interdite pour les hommes d'Aliou Cissé. Les Kenyans, eux, chercheront à s'imposer une 2e fois d'affilée après le succès arraché face à la Tanzanie. Un tel scénario leur permettrait de décrocher leur ticket au détriment des Sénégalais. Une mission loin d'être impossible pour leur sélectionneur, le Français Sébastien Migné. On sait que c'est très solide, on sait que de temps en temps, dans la mentalité des joueurs sénégalais, il peut y avoir quelques faiblesses. J'espère que ce sera le cas sous la pression notamment. Et après, si la machine veut bien fonctionner, ça peut aussi faire très mal à l'adversaire. Donc on sait que ce sera très difficile. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré que le Sénégal soit déjà qualifié, avec peut-être l'objectif pour le coach de faire tourner l'effectif et peut-être qu'il y ait un petit peu moins d'engagement de leur part. Ben là, malheureusement, il va falloir qu'ils jouent à 200% pour se qualifier définitivement. C'est une chance pour nous d'évoluer dans ce type de contexte. Voilà, ça va être du très haut niveau. Est-ce qu'on est capable de s'en sortir ? Sur un match peut-être. Sébastien Mény avec RFI là aussi. Sénégal, coup d'envoi à 21h. Au même moment, pas de suspense dans l'autre rencontre de cette poule C. L'Algérie restera en tête, même en cas de défaite face à la Tanzanie, déjà éliminée. Enfin, une autre finale est prévue. Cette fois, c'est le groupe D. La Côte d'Ivoire affronte la Namibie et les Ivoiriens ne doivent surtout pas perdre s'ils veulent espérer se qualifier pour les 8e de finale. Une victoire et ils seront assurés d'y être. Mais pour gagner, il faut marquer, ce que les éléphants n'ont fait qu'une fois jusqu'ici. Offensivement, c'est décevant. À l'image de Nicolas Pepe, le prix Marc-Vivien-Forêt 2019 n'a pas encore brillé, mais pas de quoi s'inquiéter pour son sélectionneur Ibrahima Kamara, confiant et patient. On attend beaucoup de Nicolas Pepe et surtout les observateurs. Comme je vous disais, il ne faut pas oublier que Nicolas, il n'a pas posé 12 sélections. Nicolas ne connaît pas absolument les compétitions africaines comme la CAN qui sont assez difficiles. Donc c'est une découverte pour lui, il apprend aussi. Je pense qu'il faut lui laisser faire son trou. Il est connu en Europe,
Mais sur l'échiquier africain, Nicolas, vous avez vu sur les 2 premiers matchs, et il est en train de savoir ce que c'est que la CAN, parce que c'est autre chose que le talent. Et ça, je pense que c'est très bien pour lui. C'est un garçon qui sera un des leaders de l'équipe de Côte d'Ivoire. Peut-être pas maintenant où tout le monde l'attend, mais avec le temps, il apprendra aussi, et je pense qu'il prendra ses responsabilités avec le temps. Ibrahima Kamara, Côte d'Ivoire, Namibie, 18h. Pendant ce temps, le Maroc, déjà qualifié, tentera de conserver sa première place face à l'Afrique du Sud. Ce soir, ainsi prend fin ce journal de la CAN. Et rendez-vous demain pour tous les résultats, bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations, dont on commence à connaître les tableaux pour les 8e de finale. France-Maghreb 2, France-Maghreb. Et bien voilà, vous savez tout, presque. En tout cas, le journal de la CAN, c'est tous les jours dans cette émission. Point complet, évidemment. Des matchs, analyses, commentaires et résultats. Direction maintenant Paris pour parler d'une place, la place Jérusalem. J'en bégaye. Inauguration cet après-midi de la toute nouvelle place de Jérusalem dans le 17e arrondissement de Paris. La maire Anne Hidalgo a accueilli son homologue de la ville sainte pour l'occasion. En réaction, des militants des droits de l'homme se sont rassemblés près de cette place. Ils étaient place du Maréchal Juin. Ils dénoncent une initiative en contradiction totale avec le droit international et les droits du peuple palestinien. Le choix du lieu notamment pose problème. Écoutez ces 2 manifestants. Si vous voyez toutes les associations qui protestent, les partis politiques présents ici, vous devinez facilement qu'il y a une complicité dans la colonisation israélienne de la part de la mairie de Paris. Il n'y a pas d'ambiguïté. Sinon, on aurait invité d'une part la partie palestinienne. Aucun des autres cultes n'est invité, c'est-à-dire ni les chrétiens ni les musulmans, et ni la partie palestinienne qui, heureusement, le droit international est très clair là-dessus, puisque Jérusalem-Est, selon le droit international, est palestinienne. Et là, on assiste quand même à une forme de parti pris et donc d'encouragement à la colonisation. Et par conséquent, ce sont des supporters du colonialisme israélien. S'il y avait eu une rue ou une place de Jérusalem, il aurait fallu que ce soit dans un endroit consensuel, neutre, avec une inauguration dans des conditions qui n'excluaient pas tout ce qui n'était pas israélien. On ne demande pas véritablement, on exige l'application du droit international. Voilà, donc pour cette place qui crée la polémique, donc certains accusent la mairie de Paris de parti pris. Rappelons que Jérusalem a été reconnue capitale, reconnue par Trump et ses amis capitale d'Israël. Ça pose un peu problème parce qu'effectivement cette place a été demandée, j'allais presque dire exigée, mais le terme n'est peut-être pas approprié, par le consistoire. Ils ont eu satisfaction, la maire de Paris leur a donné cette fameuse place qu'ils demandaient. Est-ce qu'il y a parti pris de la mairie de Paris, Gamal ? Bien évidemment. La dernière intervenante qui venait de parler, c'est maître Dominique Cochin, qui parle de droit, et elle a raison d'en parler puisqu'elle est avocate, qu'elle connaît très bien la question, qu'effectivement on a un problème en termes de droit international, puisque de toute façon Jérusalem n'est pas reconnue comme étant la capitale d'Israël, loin s'en faut, que la reconnaissance de Trump est unilatérale, elle sautera une fois qu'il partira dans 6 ans, et surtout, parce qu'il faut pas rêver, il sera reconduit. Oui, tranquillement. Et surtout, il faut pas perdre de vue une chose, c'est que quand on fait une reconnaissance de Jérusalem, et quand on est catholique comme l'est notre maire de Paris, elle aurait peut-être dû au minimum, si elle n'aime pas les musulmans ou les arabo-musulmans, inviter au moins les chrétiens. Au moins pour donner le sentiment qu'il y a un équilibre. Elle ne l'a pas fait, elle a préféré vraiment prendre la part du lion, la part du trumpisme, j'allais dire. Et moi, je lui conseille vraiment de prendre sa carte chez le groupe de Trump, simplement. C'est pas possible. Il y avait des Palestiniens, des pro-Palestiniens, hier, pour contester cette place Jérusalem. Nasser, ils étaient pas nombreux. Il y avait à peine 100 personnes. Oui, et oui, malheureusement, c'est vrai que la mobilisation sur la cause palestinienne, elle faiblit. Elle faiblit par désespoir, je pense. Faut pas le négliger. Moi, samedi, j'étais à un tournoi de foot en solidarité pour la Palestine qui est organisé chaque année avec l'association des travailleurs maghrébins de France, la TMF.
Et on a constaté que voilà, la mobilisation, elle est difficile, elle est voilà, plus nous avançons, et moi je m'inquiète pour l'avenir de la Palestine, et je m'inquiète aussi surtout pour les militants à la mobilisation de la cause palestinienne. Après, moi, sur la place de Jérusalem, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que effectivement, moi, cette place, pour moi. Alors tout à l'heure tu disais tant mieux si ça a été fait. Non, pour moi on peut pas dire tant mieux parce que il n'y a pas tout le monde qui a été on va dire invité. Ouais. On sait que le maire de Jérusalem, c'est un extrémiste de droite. Il était là. Hein. Il était présent, donc il a été invité. Et ce qui est le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'on a le Parti communiste comme Yann Broussa, qui est maire adjoint de Paris, qui a voté pour et qui a soutenu cette initiative. Donc aujourd'hui, quand on voit des communistes aujourd'hui qui se disent pro palestiniens sur l'image nationale, et quand on constate que à la mairie de Paris, ils cautionnent et ils acceptent tout. Suite à cette démarche d'appeler une place de Jérusalem avec un invité surprise qui est un homme d'extrême droite, je trouve ça scandaleux, et j'invite d'ailleurs toutes les personnes, tous les militants qui sont là et qui soutiennent cette cause, de dénoncer ce genre de personnes qu'on a vu très peu, parce que moi je sais que Hasni Taibi, quand il a été attaqué par le tribunal pour ses positions pro-palestiniennes, maire de Stein, il a été très peu soutenu par des gens comme Yann Broussa. Ouais. Je le dis parce que c'est par connaissance de cause. Oui. Alors il faut savoir aussi que les pro-palestiniens qui étaient présents, certes pas nombreux, ont été provoqués, comme d'habitude, par la Ligue des danseuses juives, à savoir l'alias LDJ, le Bétard, hein, ces gens d'une extrême lâcheté qui n'hésitent pas à venir en groupe parce que tout seul ils ne valent rien, et qui viennent agiter les drapeaux pour provoquer évidemment, et ces fameuses personnes sont protégées par la police tranquillement, et au lieu de protéger les manifestants de ces gens d'extrême droite, parce qu'il faut le dire, eh bien non, on préfère protéger ces gens-là qui se croient tout permis. Rappelons quand même que le Bétard avait poignardé un commissaire de police. Je ne sais pas si vous en souvenez, Gamal. Oui, bien sûr, tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Et ça n'avait pas fait scandale, hein? Ça n'a pas fait scandale, ils ont étouffé. Mais le Bétard n'est pas la LDJ, il ne faut pas confondre les deux. La LDJ, c'est effectivement des petits voyous. Il faut pas les appeler autrement. Souvent, malheureusement, ils viennent de chez nous. C'est les juifs du Maghreb qui sont très mal vus là-bas en Palestine et en Israël en l'occurrence. Mais le Bétard, c'était un groupe armé. On est sur autre chose. On était sur des gens qui étaient très 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 bien entraînés, qui avaient une formation militaire, qui étaient bien encadrés. C'est pas les petits. Il y a certains hommes politiques d'ailleurs qui leur prêtaient des locaux. Oui, mais évidemment. On va pas donner le nom, mais bon. Mais c'est normal. Faut pas oublier qui a créé Israël. Genre, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de se dire, tiens, par exemple, tout à l'heure, tu faisais référence aux communistes. Mais pourquoi les communistes seraient anti-sionistes? Les communistes ont soutenu le sionisme parce qu'il y a une idéologie avec les kibbutzim qui faisait rêver cette idée du peuple qui travaille main dans la main dans les campagnes, dans les fermes. Enfin, c'est un peu l'idée de cette espèce de romantisme néo-allemand, puisque c'est né là-bas, qui est arrivé. Donc les communistes soutenaient ce mouvement-là. Les communistes ont tout de suite accepté la reconnaissance de l'État d'Israël, faut pas l'oublier. Donc que les communistes aujourd'hui continuent dans cette logique-là, je vois pas la surprise. Ils n'ont été bons, les communistes, à mon sens, qu'une seule fois, c'était du temps de Khrouchtchev. Ça s'arrête là. Après, on n'en parle plus. Alors en tout cas, Somia Cheki, qui est une chroniqueuse de l'émission Par les femmes que vous retrouvez tous les dimanches entre 16h et 18h présentée par Hanan Zamoni, était sur place et a rencontré la militante et infatigable Olivia Zemmour. Je propose d'écouter cet entretien. Bonjour Olivia Zemmour, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la raison de votre présence ici sur la place du Maréchal Juin? Alors nous faisons une contre-manifestation pour protester contre la provocation organisée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'inaugurer une place Jérusalem. Place Jérusalem, pourquoi pas, on n'est pas contre. Jérusalem, c'est une très belle ville et ça aurait été dommage qu'il n'y en ait pas à Paris, mais le faire en présence du maire de Jérusalem, Moshe Léon, qui est un type raciste, qui a fait connaître sa décision et sa détermination à déporter tous les Palestiniens de Jérusalem-Est, qui fait démolir à tour de bras les maisons des Palestiniens à Jérusalem-Est, et en plus, pas plus tard qu'avant-hier, il y a un jeune d'une vingtaine d'années qui a été tué par la police de Jérusalem, la police de Semer. Donc tout ça fait beaucoup, et pour nous, Jérusalem, non. Jérusalem, c'est la ville de toutes les religions,
des gens, y compris sans confession, mais notamment des trois monothéismes. Il n'y a aucune raison que Hidalgo emboîte le pas à Trump, qui a, comme vous le savez, déplacé son ambassade qui était à Tel Aviv pour la mettre à Jérusalem et entériner cette annexion qui est contre donc le droit international, contre les résolutions de l'ONU. Alors la France, elle a une position officielle, et puis d'un autre côté, Madame Hidalgo fait autre chose, donc bafoue le droit. Et bien on est là pour dire non, aujourd'hui on n'accepte pas et on n'entérine pas ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Samia Chekhi, donc chroniqueuse de Par les femmes, qui a rencontré Olivia Zemmour, hein, qui c'est vrai pour le coup se bat depuis des années pour cette cause palestinienne. On a même payé d'ailleurs le prix fort en recevant quelques coups. On lui a saccagé sa librairie à plusieurs reprises, toujours par les mêmes lâches, hein, évidemment, qui s'en prennent aux femmes et aux plus faibles, parce que quand il s'agit d'aller voir des hommes, ils sont plus là. Non, mais il faut le dire, parce que moi je commence à en avoir marre de ces gens-là, quoi. Non, mais en toute impunité puissent faire la loi dans les rues de Paris, quoi. Bon, ils faisaient moins les malins. En 2014, ils ont beaucoup moins fait les malins quand ils ont vu les gars de Cité débarquer. Là, ça les a calmés direct. Hein. Ouais. Après, ils se cachaient, mais bon, voilà. Je me souviens moi de cette image de ce monsieur assez âgé qui portait un drapeau palestinien et qui a été pris à partie, violenté dans le quartier. Je crois que c'est le quartier du Sentier. C'est juste absolument scandaleux. D'ailleurs, pour une histoire très importante. On n'en parle pas trop, mais ça va revenir au mois de décembre. Un des types soupçonnés d'avoir été à la LDJ, apparemment ça semble être vrai, qui était impliqué dans l'affaire Bourg-Arrache dont on a beaucoup parlé, ce malheureux vigile que j'ai connu d'ailleurs, qui a été jeté dans le canal de l'Ourcq à la suite d'une rixe par 4 individus de confession juive, et dont un était très énervé, c'est un voyou. Il a été finalement il a été extradé, il me semble, par Israël, va être jugé en décembre à Paris et va devoir répondre de ses crimes. Il faut savoir ce qu'il est devenu par la suite, c'est pour ça que je parle de voyou. Quand il est arrivé là-bas pour échapper à sa peine de prison qui avait été prononcée de 9 années, il a fui au bout de 2 jours d'audience, on y avait été. Il s'est retrouvé là-bas et il a fait du trafic de drogue. Voilà, c'est vous dire un peu le profil des personnages. Mais il y en a un autre, puisque tu parles de ça. Il y en a un autre aussi qui s'est caché en Israël et qui s'appelle Ulkan, alias Grégory Shelley, qui avait fait des canulars et qui a tué par ce canular le père d'un journaliste de rue 89. Hein. Absolument. Voilà, donc et lui il va être traduit aux assises. Et espérons qu'il puisse venir ici répondre de ses actes, parce que c'est bien gentil de faire les malins de loin et d'emmerder le monde, mais après au bout d'un moment il faut payer, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est absolument. Bon, mon Philippe, qu'est-ce qui se passe là? La place Jérusalem, ça t'évoque quoi? Pardon? La place Jérusalem. Non, je n'irai avoir été présent. C'est que je suis candidat et je me mets toujours du côté des plus forts. Vous êtes des malades. Moi, j'admire votre courage à France Maghreb. Je tiens à dire que j'ai été cloné. D'ailleurs, c'est même un hologramme qui est à ma place. Et que si j'avais été là, j'aurais refusé d'être là parmi vous. Et je salue le geste de Madame Anne Hidalgo, qui après Paris-Plage spécial Israël, Tel Aviv, tu te rappelles? Maintenant, elle continue. Je continuerai à dire qu'il faut effectivement qu'il y ait la paix dans cette région du monde, que Israël et la Palestine n'ont pas d'autre alternative que de vivre en paix. Et pour cela, il faut qu'il y ait un État palestinien, que les contours de l'État palestinien soient respectés, que les résolutions des Nations Unies arrêtent d'être violées, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je m'excuse pour celles et ceux que je pourrais choquer, parce que lorsque des résolutions sont prises et qu'on ne les respecte pas, c'est un viol des résolutions. Je m'excuse pour les féministes qui pourraient dire ouais, attention, c'est un mot. Bon, bah oui, mais il y a aussi des hommes qui se font violer aussi. Mais là, en l'occurrence, je rappellerai qu'il y a des femmes et des hommes qui meurent. Je rappellerai aussi qu'il y a des gens qui sont fanatisés et qui sont des terroristes du côté des Palestiniens, parce que lorsqu'on tue des jeunes enfants, lorsqu'on tue des adultes, eh ben c'est moche, mais le ratio il est 1 pour 3000 et là il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Moi je voudrais que ça cesse, ça s'arrête et qu'il y ait enfin la paix, et ils ont tout intérêt à avoir la paix. Le terrorisme est des deux côtés, hein, si tu veux. Affirmatif, non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Toi tu disais du côté palestinien, moi je parle des deux côtés. Non, mais je l'ai dit en préalable. Ouais. Et je te rappelle qu'en 2014, Tsahal, comme on l'appelait, à savoir l'armée israélienne, la plus morale du monde, hein. Oui, bien sûr. Il a dit, c'est ça. Faisait, en l'occurrence, signé par des gamins pour, comment dirais-je, je cherche le terme. Un petit message aux Palestiniens. Voilà, non, mais pour taguer les bombes, tu sais, qu'elle est jetée sur les Palestiniens. Un petit autographe des gamins, voilà. Donc voilà, l'armée la plus morale au monde, ce qu'elle faisait, ce qu'elle fait tous les jours. Mais en plus, on peut plus parler de paix. Non. Je suis désolé, mais
bout d'un moment, non. Philippe, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, mais moi personnellement aujourd'hui, on peut plus parler de paix parce que l'État d'Israël doit payer tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, et plus nous avançons et plus ils se permettent occupés, les gars, et voilà, et plus on se permet, non mais plus ils se permettent aujourd'hui de récupérer et de détruire tout ce qu'ils ont en face d'eux. Donc effectivement, pour moi, la question de la résolution de la paix, elle pourra pas se faire du jour au lendemain, parce que pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait une justice, et la justice, faut qu'elle soit tranchée sur tous les massacres. Pas de justice, pas de paix. Exactement. Attends. Non, mais je remets pas en cause. Non. Moi, je dis, évidemment, quand je parle de paix, il faut réparer les préjudices, les choses horribles qui sont commises lorsque il y a du taf, exactement. Attendez, oui, mais il y a du taf, mais si on commence à monter sur le ring en disant qu'on a perdu, les mecs, on monte pas sur le ring. Donc on va monter sur le ring et on va gagner. Les militants de l'amour et de la paix et de la fraternité universelle, nous allons gagner. Ça va pas être facile, parce qu'en face, on a des fous furieux qui sont capables, comme des Netanyahou, de dire, écoutez, moi, si je suis réélu, allez, j'annexe tout et j'emmerde tout. Je vous rappellerai quand j'étais petit, quand on parlait de l'apartheid, il y avait des gens qui disaient ça sera pas possible, etc. Et il y a eu un boycott international qui a fait plier. Quand vous tapez au portefeuille, il n'y a pas photo. Par contre, il faut dire la vérité. Moi, comme je te l'ai dit, j'ai pas de problème avec les religions, qu'elles soient monothéistes, polythéistes, j'ai aucun problème. J'ai un problème avec des gens qui se croient être suprémacistes et qui ne veulent absolument pas la paix. Mais moi, mes modèles, c'est Gandhi et Martin Luther King. Et j'ai un rêve. I have the dream. J'ai un rêve que dans cette partie du globe, et d'ailleurs ça arrange bien, mais lorsque moi j'ai eu une carrière où j'ai dû faire de la sécurité, et j'ai aussi fait des vacations dans des extras. Alors ce qu'on appelle les cathos, c'est lorsque c'est des mariages catholiques. Ce qu'on appelle halal, c'est quand c'est des mariages musulmans. Et les cachous, les cachers, c'est des mariages juifs. Et des fois, même les traiteurs pour qui je travaillais en cachère organisaient, ils étaient appelés, par exemple, pour l'UIGF ou pour d'autres trucs, à des soirées caritatives où tu avais des gens qui faisaient des dons. Et faut dire la vérité, la communauté juive est solidaire, elle est un et indivisible. Et moi, j'ai vu des levées de fonds dans des soirées caritatives, t'as mal à la tête. Et cet argent était bien destiné à aller aider Israël. L'armée israélienne plutôt. Attends. Oui, l'armée israélienne. Non, mais c'est faut le dire. Est-ce que je peux finir? Merci beaucoup. Il y avait des choses. Il y avait une fraction qui était pour Israël, pour les écoles, machin, etc. Comme la Magen David Adom, et c'est comme le croissant palestinien, croissant rouge palestinien ou la croix rouge. Et la Magen David Adom, elle se pose aucune question de savoir si le type est arabe, s'il est musulman, s'il est catholique, s'il est protestant. Et elle soigne tout le monde de la même façon. D'ailleurs, des fois, ils se font même gazer et frapper par des ultra-orthodoxes parce qu'ils prêtent assistance à des gens qui sont blessés. Et eux, pour eux, c'est pas leur problème. Oui, évidemment. Mais il est vrai que souvent tu avais des émissaires envoyés par Tzahal, des généraux, des commandants, Tzahal, l'armée israélienne. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un bibelot, quelque chose qui était vendu, j'explique le principe des enchères, c'est que le dernier à avoir acquéri l'enchère, évidemment gagnait l'objet, la statue, la maquette d'un avion, etc. Mais l'avant-dernier, c'est-à-dire que le deuxième mettait la somme qui s'était engagé à mettre. Tu vois, quand Gamal il met 200, moi je mets 300, c'est moi qui remporte, mais Gamal il met aussi les 200. Bon. Et pourquoi les autres ne font pas pareil? Philippe, il faudrait donner de la solidarité entre nous. Non, bien sûr. Sur la question de la solidarité, je suis d'accord avec toi. Une question, est-ce que tu es déjà parti en Palestine ou pas? C'est pas du tout. Non. Vraiment, Philippe, je t'invite à y aller. Et je ne vais pas pouvoir y aller. Non, mais je vais pas pouvoir passer la frontière. Pourquoi? Parce que je peux pas vous expliquer sur l'antenne. D'accord. Bon, alors tu vas nous expliquer ça maintenant en antenne alors. Voilà. On se met la pub et il y a un petit quiz. Il est là le quiz. Je rappelle que le champion du quiz en tête, c'est Abdeslam Itache. Ah ouais. Il a perdu aucun reconnais. Moi je rappelle que sur les deux candidats, c'est Philippe qui a fait la meilleure performance. À tout de suite. Il m'a battu. À tout de suite. À chaque fois. Le grand forum, ça s'appelle tous les jours entre 16h et 18h, et vous l'avez compris, vous qui nous rejoignez peut-être et qui nous écoutez pour la première fois, ici on parle vrai. Voilà, il n'y a pas de langue de bois, mais toujours dans le respect, bien entendu, dans la bienveillance. Avec aujourd'hui, pour m'accompagner, Philippe Boriachi, avec Gamal Abina et Nasser Lajili,
qui vont maintenant monter chacun sur le ring pour s'affronter. Et voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le quiz du LGF, dont le grand cogneur, parce que c'est un ancien boxeur aussi, notre Ishtash, hein. Ouais. Et tape de Stamitash. Tu savais que c'était un ancien boxeur? Bien sûr. Ouais, moi je savais aussi. Bien sûr. Ouais, voilà. Bon. D'ailleurs, il a boxé un type ce week-end, je pourrais pas vous dire, mais. Il paraît que toi aussi d'ailleurs. Un petit peu, mais moi j'y prends en traître. Alors que lui, il prenait. Il paraît que c'était chaud. Ouais, j'ai été, moi, j'ai passé une tête pour les voir. Je suis parti 3 fois, je suis sorti de la salle, après non, je vais rentre. Et moi j'ai craqué, je fais ta Gisèle, et je me suis sauvé. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que ça tape, t'es là, Bouriaki. C'est bizarre. Mais c'est un ancien combattant. Ouais, oui. Il aime bien la bagarre. Oui, il aime bien la bagarre. Bon. Allez, on va voir ce que ça va donner cette bagarre. En tout cas, le quiz du LGF avec mes questions, toujours en rapport avec la date. Nous sommes les amis le 1er juillet. Attention, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le 1er juillet 1943. Naissance d'une radio. Grande radio nationale. De RTF? La radio? Oui. Quelle est cette radio? France Inter? Non, ce n'est pas France Inter. Europe 1. Elle n'était pas en France à la base. Ah, la BBC. Non, c'est Monte Carlo. Oui, excellente réponse. Radio Monte Carlo, devenue aujourd'hui RMC Info, né donc le 1er juillet 1943. Bon anniversaire à RMC, même s'ils disent beaucoup de conneries. C'est clair. Bon, Abina, il est là. Attention. 1960, indépendance d'un pays africain. Le 1er juillet, lequel? Le Gabon. Non. La Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Francophone. Le Nigeria. Le 1er décembre. Les RDC peut-être. Non, c'est pas la RDC. Non. Alors le Bénin, Mali, Kouchner, Mozambique. Ah, la Somalie. La Somalie. Oh là là. Bonne réponse de Gamal Abina. Il est francophone ou pas? Somalie, c'est pas francophone. Non, c'est pas francophone, c'est les Anglais. Voilà, c'est ça. 2-0 pour Gamal Abina. Philippe et Nasser, je rappelle qu'il y a un quiz. Non, mais il a traîné tout le week-end avec Abdeslam aussi. Oui, c'est ça. Un training. Qu'est-ce qui devient payant, messieurs, à Paris le 1er juillet 1971? Les parkings, les stationnements. Le stationnement, bien, effectivement, bonne réponse. Ah, le c'est le maire qui a stationnement. répondu. Ouais. En 71, le 1er juillet, le stationnement à Paris est devenu payant. 2-1. 1992. Quelle est la nouveauté pour le permis de conduire français? Les points. Les points. Ah, oui. Bien. C'est un monde. Ah oui. Pour Yaki, il est là aussi. Ah, dès qu'il y a les voitures, il est là, lui. Hein. Deux partout. Nasser, ça va? Tout se passe bien la sieste? Oui, j'ai l'impression. J'observe, je suis arbitre. Oui. Deux partout, attention. Une grande figure de la vie publique française fait son entrée au Panthéon avec son mari. Simone Veil. Simone Veil. Exactement, Gamal Abina. C'était le 1er juillet 2018. Et oui, Simone Veil avec son mari qui a fait son entrée au Panthéon. 3-2 pour Gamal Abina. Peut-être que tout va se jouer là-dessus d'ailleurs. Je cherche à présent un acteur, producteur et réalisateur américain. Né, le 1er juillet 34. Indice, Out of Africa. Out of Africa, Robert Redford. Non, ce n'est pas Robert Redford. Out of Africa? Oui. Alors, c'est il y pas a lui. Clint Eastwood en 34 qui encore. Il est né en 34. Ouais. De qui s'agit-il? Acteur, producteur. Oui, et réalisateur aussi. Et réalisateur. Oui. Et on a beaucoup parlé de lui dernièrement. Pas forcément bien d'ailleurs. Bah, et Clint Eastwood, j'ai pas de. Non, c'est pas Clint Eastwood. Non. Out of Africa, attends, c'est qui déjà? Il est mort? Il y avait un soleil. Je ne crois pas. Je vois bien la fiche. Bon, c'est pas Paul Newman, c'est sûr. Non. Ensuite, il n'est pas mort. il n'est pas mort. Américain. Ouais, Ah, américain. Bon, hormis Out of Africa. Attends. Il y a une polémique récemment. Oui, je crois, oui. Bon, c'est Sidney Pollack. Ah mince, je sais pas. Bah oui. C'est Pollack, effectivement. Il est pas mort, on est d'accord. Si, je crois qu'il est mort. Il est mort? Il me semble qu'il est mort. Bon. Alors pour ce qui est de la polémique, j'ai confondu avec un autre acteur. Ouais. Comment il s'appelle là, celui qui a eu des problèmes de viol? Polanski. Ah, Polanski, oui. Polanski, Voilà, je le rends en demi-point là. C'est des Pollack tous les deux, mais c'est pas le même. 3-2 toujours. Et la dernière question, la voici. Je cherche un dirigeant de société, mais également homme d'État, président de l'Assemblée nationale française. Ernest Antoine Seigneur. Non, il a Pas de chance. été également chef celui-là, de la République en marche. Chef de la République. Il a des problèmes avec, je crois que c'est lui qui a des problèmes avec les mutuelles. Ferrand. Richard Ferrand. Bonne réponse. Quand on parle de leurs problèmes, on connaît tout de suite leur nom. Je peux tous les citer. Mais il est né donc, c'est son anniversaire aujourd'hui, le 1er juillet 62. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Richard. Richard. Voilà.
Donc ça nous donne quoi? 3 partout? 3 partout, ouais. Pas de victoire. Tout le monde a Ah, gagné. non, Tout le monde a gagné. Non, il peut pas y avoir de victoire. Moi, je te demande une question subsidiaire. Une question subsidiaire. Une question subsidiaire. Qui sera le prochain maire d'Orly? Non, ça, non, c'est trop facile. Bon, alors une question subsidiaire. C'est Très la bien. gueule. Puisque tu m'as cherché, tu vas me trouver, toi. Je te le dis direct. Vas-y. Hop. Voilà. Alors tiens, j'en ai une. Écoutez-moi celle-là. Elle est pas mal. On parle de foot. Oh, je suis foutu. Ah bah voilà, vous êtes foutus. Ah, j'aime bien, voilà, j'aime bien voilà. ça. L'Algérie, pour la CAN 2019. Non. Alors. Qui est revenu après être resté assez longtemps d'ailleurs au Paris Saint-Germain, qui est revenu en tant que directeur sportif du parc au PSG. Comment il s'appelle? Brésilien. Oui, comment il s'appelle? Ronaldo, je sais pas. Non. Rai. Non. Non, pas du tout. Socrates. Allez Nasser, tu me le marques ce point. Allez. Ah, comment il s'appelle? J'ai oublié. Un grand monsieur qui a fait venir d'ailleurs beaucoup de joueurs à son époque. Ricardo. Non, c'est pas Ricardo. J'y connais rien du tout. Directeur sportif, c'est ça? Oui, directeur sportif aujourd'hui, oui. Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est un J'ai club de oublié danse. son prénom. J'ai oublié son Je suis sûr que dans les voitures, ils doivent se dire, mais c'est quoi, c'est naze. Ah ouais, mais non, mais moi j'y connais rien en foot, donc. Bon, c'était Leonardo. Ah oui, Leonardo en plus, oui, Qu'est-ce que non, vous mais êtes non. nuls, les gars. Il a un grand nez et tout, il a un Je sais front même pas dégarni. la tête qu'il a, c'est vous dire. Ouais. Je connais pas. Bon, on va pas arriver à les départager Non. parce qu'en plus on est en retard. Bon, 3 partout, tant pis. Il y aurait 8 tâches, au moins ça aurait été plié vite fait. Hein. Ouais, c'est clair. Bah oui, voilà. Ouais. Et il sera là d'ailleurs, une tâche mercredi. Attention à Faiza et Razik Metich. Oui, ça va être chaud pour eux. Demain, autre ambiance avec Mehdi Chebaiki, avec Anissa Mziti qui fait son retour après un petit moment, et Nassim Lachlash qui seront également extra de la partie. Quel plateau de ouf. Mercredi, Razik Metich ainsi que Faiza Ben Mohamed et Abdesamitash. Eh oui, non, n'oublions pas. Jeudi, il y aura qui? Jeudi, il y aura Audrey Pronosti, il y aura également Sabrina Sebaïka. Oh, ça Écolo. Et Farid Tamsamani. très bien. Parce que Sabrina m'a dit pourquoi on serait pas jamais tous les deux sur le même plateau. Non, jamais. Ouais. Non, Et pas, ça- pas 2 verres, ça fait trop. Et ça. Un verre, ça va. 2, ça va pas. Et Bonjour ça, les c'est dégâts. pas juste. Et vendredi, Karima Perroni et Tarek Mami sur France Maghreb 2. Voilà une belle brochette. Et je rappelle d'ailleurs. Je peux faire une proposition et tu fais le vote toute la semaine. Ouais. Pour vendredi soir, tu peux pas faire une ouverture de plateau là avec tout le monde, un dawa de fou. Ah ouais, parce que vendredi soir, la Il y a direction un de pot. France Maghreb 2 paye un coup. Hein. Ah. Je le dis, hein, comme ça. Si Reims, on y va alors. Ouais, il rince. Bon, on y va Là, ils ont tous. fait un bordel de dingue. Ouais, voilà, c'est Des ça. derboca, des guitares et On tout. va faire le hala. Ouais, on va faire le hala, ouais. Tu vois, avec Tarek Mami, il va vite te calmer. Bon, merci à vous, les gars. Bonne soirée à tous les trois. On a fait une super émission, les gars. C'était bien. Merci à tous les auditeurs. Merci mon Nasser pour nous avoir aussi régalé avec le Ah thé ouais. et tout ce Ah, qu'ils ont merci fait. Et puis merci Joseph, il nous a bien fait rire. Ah oui. Ah, Joseph, ouais, ça y est, tu vas me le Joseph. chercher, Joseph. Demain, je vais l'avoir sur le dos, moi. Hein, mis merci, Gamal. Bon, salut les gars, demain. Ciao. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.